bonjour à tous. Avant de se lancer vraiment dans cette masterclass, rappelez peut-être le contexte. Cette masterclass constitue un des premiers temps forts de la 38e édition du Festival du premier film Annonay, qui cette année, conditions sanitaires oblige, revêt un caractère un petit peu particulier, avec plusieurs temps forts, des temps forts en distanciel, comme c'est le cas de cette masterclass, et tout au long du mois de mars et du mois d'avril, où les jurys vont découvrir les 10 films de la compétition grâce à des liens de visionnage privés. Et puis, si les conditions le permettent, et on le souhaite ardemment, au mois de juin, on se retrouvera au cinéma Lénacelle pour revoir les films de la compétition et d'autres films dans les salles obscures. Et c'est vrai qu'on en a bien besoin de retrouver les lieux culturels. On est très heureux de vous proposer cette masterclass. C'est une idée de Gilles. Gilles, c'est un peu un habitué, en tout cas un ami du festival du premier film. Il y est venu pour plusieurs occasions. Je crois que la première fois, c'était en 2005 pour présenter son premier film en tant que co-réalisateur Quand la mer monte. On l'a revu dans le cadre de Ciné Passion pour son très beau film documentaire Dessine-toi. Et puis, il a été le parrain du 48 heures tout court. Et puis, il a signé la photo d'un très beau film palestinien de Maï Masri qui s'appelle 3000 nuits. Il était venu le présenter à cette occasion-là. Et plus récemment, donc, l'échange des princesses. Cette année, il aura la lourde tâche de présider le jury des lycéens. Donc, il sera accompagné de 6 lycéens sélectionnés sur candidature. Donc, parmi les secondes, premières, terminales de l'option légère cinéma du lycée Boissy. Et puis, quand on lui a confié ces tâches, il nous a proposé, c'est un vrai cadeau, et vraiment on en remercie, d'animer une masterclass. Cette masterclass donc est enregistrée et elle sera diffusée dans quelques jours donc sur le Facebook, le site internet du festival. Et puis sachez aussi qu'elle fera partie d'outils pédagogiques d'un site mis en place par les producteurs d'Eugénie Grandet, le dernier film sur lequel Gilles a travaillé. Et donc voilà, on avait envie que cette masterclass, il reste des traces et qu'on puisse accéder à cette rencontre. Nous sommes ici au lycée Boissy d'Anglas. Je voudrais remercier Pascal Muchinowski, enseignante relais, et l'établissement de Boissy d'avoir pu permettre ce temps d'échange et de rencontre. Je voulais vous remercier, vous, élèves de seconde, première, terminale, d'avoir joué le jeu et d'avoir si bien préparé cette masterclass. Donc, les secondes et les terminales, effectivement, présents aujourd'hui, et les premières en distanciel. Gilles fait partie des directeurs photo peut-être les plus talentueux du cinéma français. Voilà, on va revenir. L'idée, c'est vraiment pendant 2 heures de poser des questions un peu générales sur son métier de directeur de la photo, rentrer plus précisément sur certains films sur lesquels il a travaillé, et peut-être évoquer aussi ses derniers projets. Donc on a 2 heures pour le faire. Et j'aimerais, avant d'attaquer, remercier tous nos techniciens qui rendent cette masterclass possible, à savoir Brice, Romain, et puis il y a des lycéens qui mettent la main à la pâte cet après-midi. Je crois que c'est Rémi, Badreddine, Thomas et Elia qui sont au cadre. Voilà, je crois qu'on a rappelé le cadre. Moi, je vais peut-être poser la toute première question, et ensuite, évidemment, tout va s'enchaîner. Alors, je vais jouer un peu le naïf avec cette question. C'est qu'est-ce qu'un directeur de la photographie? En quoi consiste le rôle d'un directeur de la photographie? Et souvent, on parle de directeur de la photographie ou de chef opérateur. Quel est le terme que tu préfères et quelle réalité revêtent ces deux dénominations? Merci Gaël. Alors en fait, j'aime ni l'un ni l'autre. Parce que directeur de la photographie, il y a un côté un peu comme ça pompeux. Chef opérateur, c'est encore pire. D'ailleurs, même le mot masterclass, c'est un mot qui me dérange parce que je ne suis pas master. Et c'est juste une rencontre. Je pense que c'est important de garder un petit peu des choses un peu moins pompeuses. Moi, j'aime bien dire que je suis cinéaste. En anglais, ça se traduit par cinématographeur. C'est pour ça que d'ailleurs l'AFC, l'association des acteurs photo, c'est l'association française des cinématographeurs. Donc le mot cinématographeur étant pas un mot français, dans le générique, si j'ai le choix, j'aime bien apparaître comme image. Image,
Gilles Porte et avec les assistants qui sont derrière, sachant que l'image n'appartient pas uniquement au directeur de la photo et à ses assistants. L'image, ça concerne aussi le maquillage, les costumes, la décoration. Pour répondre à la question de qu'est-ce que c'est qu'un directeur de la photo, enfin, qu'un directeur de la photo, c'est quelqu'un qui met en image les mots d'un scénario, qui met en image. Alors, qui met en image soit au niveau du cadre, qui intervient au niveau du cadre, mais il peut y avoir un cadreur. Souvent en France, le directeur de la photo, ce qui est mon cas, cadre et éclair en même temps, qui met en image, qui peut proposer aussi un mouvement de caméra ou un plan fixe, qui intervient ou pas sur le découpage. Tout dépend du réalisateur ou de la réalisatrice avec lequel on travaille. Il y en a qui demandent un peu plus, d'autres. En tout cas, on propose notre regard à des mots qu'on lit. Il faut savoir qu'un scénario, c'est très différent d'un roman. Dans un scénario, on ne dit pas, par exemple, il a mal à la tête. On dit, il prend l'aspirine 500. C'est une manière de dire qu'on montre des images plutôt qu'on dit des mots. Il y a 15 000 manières d'avoir mal à la tête. Il se prend la tête, il prend l'aspirine 500. Et comment on le montre? Et donc, c'est ces idées-là, quand on lit un scénario, on rencontre un réalisateur et on parle du scénario et on propose des choses en sachant que moi je le considère souvent comme un wagon de première classe. On est des wagons de première classe dans un train, comme le chef décorateur est un wagon de première classe, comme l'ingénieur du son est un wagon de première classe, avec un train qui est guidé par la locomotive qui est le réalisateur ou la réalisatrice. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros on est responsable de l'image d'un film. L'image, c'est la texture, c'est le contraste, c'est la densité, c'est les couleurs, c'est la lumière. Voilà, un peu. Par exemple, là, vous voyez, j'ai une fenêtre sur ma droite. C'est pour ça que j'ai la partie du visage droite qui est plus éclairée que le visage gauche. Mais si je fais ça, voilà, j'ai un visage qui est éclairé plat, on va dire, avec la lumière qui est la lumière réfléchie, qui vient du mur blanc que j'ai en face de moi. Si je remets ça, j'ai la lumière qui vient latérale. Donc, et pourquoi on fait une lumière latérale? Pourquoi on fait une lumière? Donc, tout ça, on est là pour servir la dramaturgie du scénario. On est là pour se travailler dans le sens du film. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je considère notre métier. Très bien. Pascal, je te laisse la parole par rapport aux questions des élèves et je crois qu'on commence par une question d'une seconde. Oui, voilà. Donc en fait, on a préparé des questions d'abord générales et puis ensuite au fil de la filmographie de Gilles Porte. Et donc je vais d'abord donner la parole à Candice. Et voilà, je te donne la parole et c'est toi qui poses la première question. Ta première question d'ailleurs. C'est bon? Oui, c'est déjà là. Oui, je sais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire carrière dans le cinéma? Alors, faire carrière, en tout cas, ça m'a donné. Moi, je rappelle, je ne sais pas si vous le savez, j'ai grandi pas très loin de là où vous êtes, en fait. Je crois, pas très loin de là où vous êtes, il y a le col de la République, si je ne me trompe pas. Et derrière le col de la République, il y a Saint-Étienne. Et à 40 km de Saint-Étienne, il y a une ville qui s'appelle Feurs, qui est une ville de 7000 habitants. Et c'est là où j'ai grandi. Étrangement, je n'ai pas grandi dans un milieu de cinéma ni d'artistes. Mes parents étaient médecins, à Feurs d'ailleurs. Mon père était cardiologue, ma mère médecin du travail. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier? C'est d'aller au cinéma, de voir des films au cinéma, de voir des films dans des salles dites d'arrêt d'essai. Vous avez la chance d'avoir, vous, à Nonay. Et de voir, quand je dis d'arrêt d'essai, c'est des films un peu différents, des films pas forcément grand spectacle. Et puis j'ai fait beaucoup de photos. Objectivement, je pense que c'est la photo qui m'a amené à faire ce métier-là. J'ai fait beaucoup de photos, alors en argentique, je travaille avec du négatif, dans un laboratoire en noir et blanc. Et le fait d'aller beaucoup au cinéma, le fait de faire de la photo, je ne connaissais pas ce métier-là. Voilà, je suis monté à Paris et après, donc une fois que je rencontrais cette profession, en tout cas les tournages des films, vous avez vu que dans les génériques des films, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur un film. J'ai découvert ce qu'était ce métier-là et je ne suis pas devenu tout de suite directeur de la photo. J'ai été assistant pendant longtemps. J'ai aussi réalisé des courts-métrages. Et ouais, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est la photo. Et la photo, je dirais peut-être plus le cadre que la photo. C'est-à-dire que n'importe qui est capable de faire une photo. Vous faites tous des photos avec vos téléphones portables, vous faites tous des photos. Donc vous cadrez. Après, pourquoi vous cadrez
comme ça ou comme ça. Enfin, ça dépend de la distance que vous avez avec le sujet que vous faites. Et après, je me suis intéressé à la lumière. C'est-à-dire que je me suis intéressé à la lumière, mais je dirais dans un deuxième temps. Mais c'est d'abord la photo et les cadres qui m'a donné envie de faire ce métier. Et par exemple, j'ai une anecdote. Un jour, je m'étais engueulé avec ma mère. J'avais votre âge, j'avais 18 ans. Je m'étais engueulé avec ma mère et j'avais fait une photo très dure. J'avais fait une photo de son visage et elle était un peu ridée. Et je l'avais tirée en noir et blanc, extrêmement contraste. C'est-à-dire que j'avais mis en valeur les rides, très fortes. C'était une manière de lui dire qu'elle me faisait chier, en fait. Et j'avais laissé traîner cette photo sur la table de la cuisine. Et puis, j'étais parti. Et quand je suis rentré, j'ai eu ma mère qui pleurait. Elle avait une cinquantaine d'années. Et c'est là que je me suis rendu compte que de la force d'une image, évidemment, c'était pas le but. Enfin, le but, c'était un peu de l'embêter, mais c'était pas. Et elle m'a dit d'ailleurs, elle a pris cette image que vous connaissez peut-être, si vous avez ramassé des pommes de terre. Elle a pris cette image de la pomme de terre qui donne des pommes de terre nouvelles. Et il y a la vieille pomme de terre, il y a la pomme de terre mère qui est toute rabougrie. Et elle a pris cette image. Et donc, je me suis rendu compte assez vite de la force d'une image. Et c'est un peu ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Comment dire par une image des choses qu'on pourrait dire par des mots. Voilà. Alors, en fait, on va passer à la question de Camille, parce que Gilles a répondu à d'autres questions que vous vous étiez posées. Camille, je te laisse poser ta question. Comment ont été les débuts de votre carrière? Est-ce que ça a été facile ou difficile? Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et d'ailleurs, je le rappelle souvent à des gens qui veulent faire ce métier et qui pensent que le cinéma, c'est des paillettes, les festivals de Cannes, les Césars, etc. Alors oui, j'ai connu les Césars, oui, j'ai connu le festival de Cannes, mais c'est pas pour ça que j'ai fait ce métier. Et ça a été, quand je suis monté à Paris, j'étais dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés pendant 15 ans. Alors, c'est un peu fou, hein, je veux dire que je n'étais pas obligé d'être dans une chambre de bonne pendant 15 ans, mais c'est aussi une manière d'assumer ce que j'avais choisi de faire. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans un restaurant d'abord, et puis j'ai rencontré des gens. À Paris, on rencontre plus facilement des gens qui font du cinéma qu'à Annonay ou qu'à Feur, objectivement. Et après, je me suis retrouvé sur un plateau de cinéma où j'étais stagiaire. Pendant un an, j'ai travaillé sans gagner d'argent, ce qui est plus difficile aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le droit d'employer des gens qui ne sont pas payés. Mais non, c'était pas facile, mais en même temps, et ça, je vous le dis vraiment, j'ai une fille de 18 ans, donc qu'à votre âge, et je pense que c'est encore plus difficile de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Voilà, donc, quand vous essayez de faire quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, ce qui était mon cas, le reste, c'est secondaire. Vous avez un moteur chez vous. Moi, je sais que le lycée, je n'étais pas forcément le meilleur élève au lycée. J'allais dans des cours qui ne m'intéressaient pas forcément. Et bon, voilà, je l'ai fait. Mais quand vous faites quelque chose que vous avez envie de faire, vraiment envie de faire, alors la difficulté, elle est moindre. La difficulté, je pense, elle est plus importante si vous faites quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et là, vous arrivez à un moment, pas encore, mais enfin pour ceux qui sont en seconde, mais on vous demande quand même de choisir ce que vous voulez faire. C'est normal de pas choisir, de pas savoir ce que vous voulez faire. C'est normal, hein, il n'y a rien d'anormal. Mais c'est vrai que quand vous avez un moteur sous le capot, ça aide. Voilà. Donc j'ai toujours eu le sentiment quand j'étais à Paris d'avoir un moteur sous le capot, et ce qui fait que ça rendait les choses plus faciles. Quand j'ai fait un film, quand je faisais des films, ça m'est jamais arrivé de faire un film sans qu'il y ait un fils de ou une fille de sur le tournage. Et donc, effectivement, parce que c'est un métier qui donne envie de le faire. Donc, quand vous avez déjà un pied dedans parce que vous avez des parents, c'est plus facile. Mais je les regardais et je me dis que j'ai un avantage sur eux quand même. Parce que j'ai fait la démarche de venir à Paris et de faire ces choix-là. J'avais mon moteur sous le capot. Voilà. Et ce que je considère que j'ai encore aujourd'hui, heureusement. Mais c'est ce qui me guide. Donc, non, c'est pas facile. Mais quand vous faites quelque chose que vous avez envie de faire, franchement, les difficultés vous les sont passées. Merci. Naël, tu veux prendre la parole? Oui. Combien de temps en moyenne pour réaliser un film? La moyenne, il n'y a pas de moyenne. Là, je viens de terminer un film le 15 janvier. C'est un film de Nicolas Pleskov, qui est un premier film que peut-être vous aurez l'occasion de voir à Annonay, parce que je pense que c'est un film qui peut vous plaire. Nicolas Pleskov, il a 36 ans, ça fait 8 ans
qu'il essaye de faire son long métrage. Et il a fait des courts métrages qui ont été reconnus dans des festivals. Et là, il fait pour la première fois son long métrage. Son long métrage, donc ça fait 8 ans qu'il le porte au niveau du scénario. La version du scénario que j'ai lu, c'est peut-être la 40e version du scénario. Quand il m'a contacté, c'était au mois de mai. Et on a tourné au mois de novembre, décembre, janvier. Et là, il est en montage. Et son film sera terminé pour le mois de juillet. Et voilà, juillet, août. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça, voilà. Après, il y a des gens qui mettent encore plus longtemps. Là, on m'a contacté pour faire un film au Pérou avec un réalisateur. Ça fait 12 ans qu'il porte son film. Et il a fait un documentaire sur le sujet. Et puis, il y en a qui vont plus vite. Il y en a Marc Duguin qui donc qui vient d'adapter le bouquin de Balzac que vous connaissez, qui s'appelle Le Génie Grandet. Entre parenthèses, c'est un bouquin qui m'a largement emmerdé quand j'étais au lycée, mais j'ai pris plus de plaisir à essayer d'en faire un film. Mais ce bouquin, il a décidé de l'adapter il y a 2 ans, et on a commencé le tournage en janvier 2020. Voilà, donc ça dépend, c'est difficile de dire une moyenne, en tout cas c'est forcément long. C'est forcément long et c'est forcément cher. Un film très cher, si on parle d'argent, Harry Potter. Par exemple, Harry Potter, c'est 250 millions de dollars. Harry Potter. Donc c'est très cher. Mais dans l'économie du cinéma, Harry Potter, c'est pas cher. Parce que ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il est vendu dans tous les pays, ça rapporte beaucoup d'argent. Un film pas cher en France, c'est 2 à 3 millions d'euros. C'est un film pas cher. Mais un film pas cher, ça reste quand même 3 millions d'euros. Quels sont les métiers qui, du jour au lendemain, vous proposent 3 millions d'euros pour faire un film? Donc ça demande du temps. Ça demande du temps. Et puis c'est assez logique que ça demande du temps parce que c'est beaucoup d'argent, parce que l'économie est telle que faire de la peinture, écrire un bouquin, faire des photos, jouer un morceau de musique, c'est moins cher. Et donc ça peut être plus rapide. Maintenant, il y en a qui vont vous dire que pour écrire un bouquin, ils ont mis 10 ans. Donc c'est difficile de vous donner une moyenne. En tout cas, prenons des réalisateurs qui travaillent beaucoup, comme Jacques Audiard, par exemple. Jacques Audiard, qui est un réalisateur qui travaille beaucoup en France, allez, il fait un film tous les 3 ans, 4 ans. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et puis, si vous faites un film et que vous ratez votre film, donc il y a différentes manières de considérer qu'un film est raté, mais par exemple, il y a une manière qui consiste à dire, par exemple, si votre film ne marche pas, il y en a qui vont considérer que votre film est raté, ce qui n'est pas forcément le cas, mais que le film est raté. Et donc, ça sera encore plus difficile de refaire un film, et parfois même impossible. Merci. Je donne la parole à Anaïs. Quelles études avez-vous fait avant de travailler dans le cinéma? Alors, moi j'ai passé donc mon bac, et puis après je suis allé à Paris. Donc il y a des écoles de cinéma, il y a des écoles de cinéma que vous connaissez peut-être, qui s'appellent la FEMIS. Il y a la Cité Fabrique, qui est une école qui se trouve pas très loin de chez vous, à Lyon, qui est une école récente. Il y a l'école de Lumière, qui est une école que j'ai faite aussi en cours du soir. Mais j'ai surtout, pour être sincère avec vous, appris mon métier sur des plateaux de cinéma. C'est-à-dire que c'est en travaillant dans un restaurant, en fait, qui se trouve à Paris, que j'ai rencontré des gens qui étaient dans le cinéma, que j'ai eu l'occasion alors pas d'aller sur un plateau de cinéma tout de suite, je voulais faire de la prise de vue, d'aller chez un loueur de caméras, parce que les caméras, on les loue principalement, et là, d'essayer des caméras et de rencontrer des assistants, des assistantes. Et après, je me suis retrouvé sur un plateau avec un directeur de la photo qui s'appelait Carlo Varini. Carlo Varini, ça ne vous dit rien, mais c'est l'homme qui était derrière Le Grand Bleu, de Luc Besson. C'est lui qui avait fait la photo Et donc, j'ai fait pas mal de films avec lui. Et après, donc, j'intègre une équipe. Et c'est grâce à cette équipe que j'ai intégrée que après, je fais des films et des films. Je ne sais pas, à l'heure où je vous parle, j'ai dû faire 80 longs métrages, à peu près. Et donc, une quarantaine comme directeur de la photo et une quarantaine comme assistant. Donc, c'est vraiment un métier que j'ai appris. J'aime pas ce mot, mais j'aime pas cette expression, mais sur le tas, c'est-à-dire avec des passeurs, avec des gens qui m'ont appris comment. Alors on tournait en négatif quand j'ai commencé, donc on chargeait des bobines avec du négatif à l'intérieur. Maintenant on tourne en numérique. Donc ce sont ma première décision a été de venir à Paris.
Ma première décision a été de venir à Paris, un peu contre ce qu'on me disait. Moi, je me souviens d'un professeur d'histoire quand j'avais 18 ans qui me dit « Mais pourquoi tu vas faire du cinéma, tu ne vas pas y arriver ?» Et c'était à faire. Et moi, je lui dis « Mais tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Et moi, je vais te dire ce que je pense. Le fond de ma pensée, c'est que toi, on devrait t'empêcher d'enseigner. » Et je le pense sincèrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez des adolescents comme vous, par exemple, en face de nous, qui nous disent qu'ils veulent vraiment faire quelque chose, alors écoutons-les. Parce que, oui, j'avais 900 sur 10, de ne pas y arriver peut-être, mais quand vous avez vraiment envie de faire quelque chose, c'est ce que j'ai dit à ce professeur d'histoire, et je lui ai dit, mais tu n'as pas le droit de dire ça parce que je ne t'autorise pas à le dire. Et si je me plante, alors tu pourras dire à tes élèves, 10 ans plus tard, mais laisse-moi moi une dizaine d'années, je connaissais quelqu'un qui voulait vraiment faire quelque chose et qui n'est pas arrivé. Mais pas l'inverse. Parce que c'est vrai que quand on vient de province, c'est parfois plus difficile de faire du cinéma que quand on est à Paris. Mais c'est possible. Et bon, après, il m'a envoyé un bouquin quand il a vu mon nom dans Télérama, un bouquin sur le cinéma. Je ne sais pas s'il a changé d'attitude vis-à-vis d'autres personnes, mais en tout cas, c'est aussi pour ça que quand je peux, c'est aussi pour ça que j'ai proposé à Gaël de faire cette rencontre avec vous, juste pour vous dire que c'est possible, que ce soit du cinéma ou autre chose. Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, c'est pas moi qui vais vous dire de pas le faire. Vous êtes entouré de gens qui vont vous dire de pas le faire. Soit vos parents, vos frères, vos sœurs, qui vont dire vaut mieux faire ça pour gagner de l'argent, puis après faire ça. Comptez pas sur moi pour vous dire ça. Moi, je vous dirais que si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, alors essayez de le faire. Mais donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens. C'est pas pour avoir un côté moral, mais par exemple, j'ai ma nièce. Bon, ma fille, elle ne veut pas faire cinéma. Sur quoi, d'ailleurs, je suis ravi. Mais ma nièce, la fille de mon frère Jo, qui a un an de plus, qui a 19 ans, elle m'a appelé l'autre jour parce qu'elle me dit « J'aimerais faire du cinéma ». Et ça ne m'a pas vraiment rassuré parce que je sais par quoi il faut passer. Mais je lui dis « Mais est-ce que tu veux vraiment faire du cinéma ?» Et elle veut être actrice. Et elle me dit « Oui ». Je lui dis « Mais alors prends des cours d'acteur. Va à Saint-Étienne, il y a une comédie, la comédie Saint-Étienne qui est remarquable. Faites des choses à côté. Si vous voulez faire des films, vous avez la possibilité de faire des films avec les moyens qui existent aujourd'hui, avec les téléphones portables. Vous pouvez faire des films, vous pouvez les monter assez facilement. Essayez, trompez-vous. Vous avez le droit de vous tromper. Quand vous faites un long métrage, c'est plus difficile. Les risques financiers, si vous faites un plan flou sur Isabelle Adjani, c'est plus compliqué. Si vous faites un plan flou sur Soumaya qui me regarde là, c'est moins grave, je pense qu'elle le prendra. Elle ne le prendra pas de la même manière que Isabelle Adjani. Donc, surtout, faites des choses. Essayez. S'il y en a qui veulent faire les acteurs, qui fassent les acteurs. Il y en a un qui prend la caméra, un qui prend le son. En plus, à Annonay, je connais un peu Annonay. Je connais Brice et tout ça, tous les gens qui vous entourent. Je sais qu'il y a aussi, on vous donne les moyens, on vous donne des appareils photo de très bonne qualité. D'ailleurs, parce que je me souviens des GL4, par exemple, je ne sais pas avec quoi vous travaillez aujourd'hui, mais vous avez les moyens à Annonay, vous avez la chance à Annonay de travailler, d'avoir des gens comme ceux qui vous entourent, qui veulent faire un peu plus que juste donner des cours de mathématiques, de français, d'anglais. Et c'est une chance. Franchement, je vous le dis, et c'est sans aucune démagogie, c'est une chance aujourd'hui de grandir à Annonay. Il y a d'autres endroits, c'est plus difficile. Donc, si vous avez l'occasion et si vous avez des envies, alors faites-les et trompez-vous. C'est pas grave de vous tromper, mais vous n'avez pas le droit de ne pas essayer. Moi, je n'ai pas répondu à la question vraiment, mais je vous ai dit ce que je pensais. Tim, je te laisse prendre la parole. Oui. Quelles sont selon vous les compétences nécessaires pour être un bon chef opérateur? Regardez, écoutez, évidemment, avoir une certaine sensibilité, mais qui n'a pas une certaine sensibilité? Il y en a qui le montrent plus que d'autres. Pour moi, j'interrogeais hier un immense directeur de photo qui s'appelle Renato Berta, qui a fait 120 films hier, et il disait on est des équilibristes. Nous sommes des équilibristes, et moi je rajouterais des caméléons. C'est-à-dire qu'on rentre dans la peau de quelqu'un d'autre. On ferme notre film. Quand on est directeur de la photo, c'est pas intéressant. Faire le film de la personne qui nous a contactés pour mettre en image les mots qu'il a écrits ou qu'il adapte, alors c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'essaie de travailler sur des films très différents, comme vous avez pu le constater, volontairement.
je préfère une comédie. Là, j'ai rendez-vous demain pour étalonner le film de Michel Larocque, qui est une comédie. J'ai rendez-vous à 5 heures sur la série Arsène Lupin, parce que je vais tourner des plans Arsène Lupin là, cette nuit à un théâtre du Châtelet. Et puis, je fais un documentaire que vous avez peut-être vu qui s'appelle Mandela. Je fais des choses volontairement différentes. Je pense qu'il faut accepter de faire des choses différentes et de rentrer dans un univers, avoir envie de découvrir des choses différentes. Moi, j'adore faire des films à l'étranger, avec des cultures différentes. J'ai fait 2 films en Tunisie, un film en Égypte, un film en Jordanie, donc dans des pays du Moyen-Orient ou des pays arabes. Je ne suis moi-même pas musulman et je tournais parfois en période de Ramadan. Donc ça veut dire aussi d'avoir une certaine capacité de s'adapter pour faire des films qui ne sont pas les nôtres. Si moi je fais un film et que l'image me plaît, si je propose une image me plaît, mais ne plaît pas au réalisateur, alors c'est raté. Et donc pour ça demande du temps. Si par exemple Albin qui décide de faire un film, vous avez le droit de décider à 18 ans de faire un film. Il m'appelle pour me contacter, il me propose un scénario. Il faut que je rencontre Albin. Il faut que je discute. D'abord, ma première rencontre, ça va être le scénario, de le lire. Et puis, après, je vais rencontrer Albin. Je vais discuter, j'aurai des questions à lui poser. Lui aussi, peut-être, aura des questions à me poser par rapport à comment je ressens son scénario. Et cette deuxième rencontre va faire qu'on a envie de continuer à travailler ensemble. Je vais lui proposer des choses. Lui-même, peut-être, il aura des idées, des images en tête, certainement, ou peut-être pas. Et puis, donc, avoir envie de travailler collectivement. Je pense que c'est un truc important. Contrairement à la peinture ou l'écriture, vous pouvez écrire tout seul. Vous pouvez écrire un poème tout seul, une nouvelle tout seul. C'est difficile de faire un film tout seul. Vous pouvez le faire, un documentaire tout seul, mais c'est plus compliqué. En tout cas, un film de fiction avec des comédiens, ça veut dire qu'il faut accepter de travailler à plusieurs. Et quand ça se passe bien, c'est magnifique parce que c'est toute la force du collectif. Quand le collectif fonctionne, ce qui a été le cas, en tout cas, fut un temps à Annonay, parce que je le voyais, le collectif, pour qu'un festival comme le festival d'Annonay existe, ça veut dire qu'il y a un collectif derrière. Ça aussi, je le rappelle, parce que c'est pas juste Gaël. Gaël le sait très bien, il le rappelle toujours d'ailleurs. Et chaque fois, il nous semble, à la fin du festival, il y a les gens qui viennent qui viennent devant et ils remercient. Je crois qu'il y a à peu près 50 personnes de bénévoles qui permettent au festival d'être fait. Donc, cette force collective vous permet d'aller plus loin. Et un film, c'est une force collective. Donc, il faut avoir envie de travailler collectivement. Si vous voulez travailler tout seul, alors je ne vous conseille pas de faire le cinéma. Merci. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire en sorte que les élèves qui sont en ligne posent des questions, Brice? Ouais. Oui. Alors en fait, j'aurais voulu donner la parole à Amadeo et qu'il pose ses questions numéro 2 et 3. Il laisse la première puisque en fait on a déjà eu une réponse à la première question qu'il avait préparée. Mais si Amadeo pouvait prendre la parole et poser ces 2 questions, sa question numéro 2 et sa question numéro 3. Oui. Alors, y a-t-il des films qui vous ont donné envie de faire du cinéma? Si oui, lesquels? Ouais, il y a beaucoup de films qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Je vais vous montrer un truc. Il y a un mec qui m'a donné envie de faire du cinéma. Il se trouve qu'il est chez moi. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, on voit sa silhouette. Est-ce que vous voyez sa silhouette derrière la vie? Attendez, j'essaie de cadrer avec cet appareil. Est-ce que vous reconnaissez la silhouette de ce mec derrière là? Une silhouette que j'ai vue chez moi et qui était la silhouette de Jacques Tati. Jacques Tati, c'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire du cinéma. Je trouve que j'avais quel âge? C'est facile comme moyen mnémotechnique parce que mon frère jumeau était en classe de 4e. Il venait d'être puni. Donc, il allait chez son oncle, qui ne ressemble pas du tout à l'oncle de Jacques Tati d'ailleurs, à Lyon. Et moi, j'étais allé le visiter à Lyon. Et à la télévision, il passait un film de Jacques Tati. C'était jour de fête. Et j'ai vu ce facteur qui doublait tous les cyclistes. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce film? Et voilà, Jacques Tati fait partie des gens qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Mais il y a aussi d'autres films. Il y a beaucoup de films. Il y a beaucoup de films italiens des années 70. Et puis des westerns aussi. Il y a... après, c'est difficile de sortir un film, mais je me souviens avoir vu Elephant Man. Elephant Man qui m'avait impressionné. Et puis... il y a beaucoup de films qui m'ont... Enfin, c'est difficile d'en sortir un, parce que... Mais en tout cas, c'est le cinéma... Oui, ce sont des films qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Si je devais sortir un film... ouais, peut-être, je dirais Jour de fête de Jacques Tati, mais il y a aussi les Chaplin, il y a aussi... il y a... Après, donc le premier film, qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est peut-être Jacques Tati. Mais
Mais ce qui m'a donné envie de faire ce métier, en fait, c'est peut-être un bouquin, en fait. C'est peut-être un bouquin de photos. C'est 2 bouquins de photos, en fait. Mon frère était en 6e, et donc moi aussi, hein, puisqu'on était jeunes. Donc on était en 6e, et il lisait un bouquin qui s'appelait Moi, Christian Zuber. Moi, Christian Zuber, c'était un cinéaste animalier. Il y avait un mec avec une caméra à l'épaule, comme ça, il y avait un singe sur sa caméra. Et je dis, merde, c'est quoi ce métier-là? Et donc, donc, il voulait être cinéaste animalier. Alors, mon frère n'est pas du tout devenu cinéaste animalier. Et puis, moi, je suis devenu cinéaste. J'ai considéré que de tous les animaux, le plus intéressant, c'était l'homme et la femme, même si on peut en discuter. Hein. Et donc, je pense que ça m'a influencé. Il y a un autre bouquin avec lequel j'ai grandi, qui m'a donné envie de faire ce métier, peut-être inconsciemment. C'est un bouquin de photos qui s'appelle Les femmes algériennes, de Marc Garanger. Marc Garanger était un ami de mon père, et il avait 20 ans en 60, et il était communiste. Il avait comme mission, il a dû faire service militaire en Algérie. Il avait comme mission, puisqu'il était photographe des armées, d'identifier la population algérienne. Il avait donc fait 200 portraits par jour. Il faisait 200 portraits par jour d'hommes et de femmes, et notamment des femmes. Et donc, les femmes se dévoilaient devant l'appareil photo. Il prenait la photo, et puis il en prenait 200 par jour. Donc, imaginez la cadence. Et ces photos, elles sont d'une force terrible. C'est presque comme un viol. Vous prenez donc quelqu'un en photo qui n'a pas envie d'être en photo, qui se dévoiler dans l'objectif. Et j'ai grandi avec ce bouquin, et ça m'a donné aussi envie de m'intéresser à l'image, parce que Marc Garanger, plus tard, a dit qu'il avait fait ses photos, parce qu'il les a ressorties. Il a gagné d'ailleurs le prix Nicéphore-Niepce, qui est l'équivalent du Goncourt en photo. Il avait dit que ces photos avaient permis de dénoncer les atrocités qui se passent en Algérie, commises par les Français. Et c'était juste des images, mais c'était d'une force. Et ce bouquin, il est forcément chez moi, il n'est pas loin, il doit être derrière. Voilà. Donc, ce sont des films, mais c'est aussi peut-être des photos qui m'ont donné envie de faire ce métier. Vision, est-ce que tu peux prendre ta seconde question? Bonjour. Aujourd'hui, dans le monde du cinéma, que faut-il faire pour se démarquer des autres? Je ne sais rien. Je pense que déjà, il faut avoir l'humilité de dire que tout a été dit, ou presque, de tous les moyens. Donc déjà, et de ne pas se mettre une pression en voulant faire quelque chose de forcément nouveau, parce que je pense que ce serait une mauvaise pression. Alors c'est vrai que dans le métier de directeur photo, il y a la manière dont on met en forme les images, mais je crois aussi surtout que quand on veut faire du cinéma, ou si on veut écrire, ou si on veut peindre, si on veut faire un métier artistique, il faut s'interroger pourquoi on veut le faire. Et est-ce qu'on a des choses à dire? Est-ce qu'on a des choses à dire? Il ne s'agit pas de révolutionner le monde, c'est juste de dire que est-ce qu'on a des choses à dire? C'est Jacques Brel qui disait qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Et un artiste, il disait un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Alors, c'est quelqu'un. Et qu'est-ce que c'est que le talent? Il disait que le talent, c'était d'avoir envie de faire quelque chose. Si vous avez envie de faire quelque chose, alors ça ne suffit pas. Mais c'est indispensable. Si vous n'avez pas envie, alors ne le faites pas. Et je dirais qu'il faut avoir envie de faire quelque chose. Après, la singularité, ça s'apprend étrangement. C'est-à-dire que, et ça, c'est un travail que j'ai fait, que j'avais d'ailleurs présenté à Annonay, sous différentes formes, sous l'exposition d'une exposition de photos et de films. Quand vous avez tous été enfants, et vous avez tous des frères, des sœurs, vous connaissez tous des enfants de 3, 4, 5, 6 ans. Et vous vous rappelez certainement, à l'école maternelle, tous les enfants qui se dessinent, qui ne savent pas lire et écrire, font des bonhommes différents. Ce n'est pas les mêmes bonhommes. Et alors qu'après, à 6, 7 ans, 8 ans, les bonhommes, ils deviennent tous pareils. Ils se formatent. L'école passe par là. Un enfant de 3 ans, il ne fera jamais 5 doigts sur une main. S'il fait 5 doigts, c'est un hasard. Parce qu'il ne sait pas compter. Et demandez-lui de faire les doigts sur l'autre main, et vous allez voir qu'il ne fera pas 5 doigts. Donc, mais en revanche, à 6 ans, 7 ans, tous les enfants font 5 doigts sur une main. Parce que s'ils ne font pas 5 doigts, ils sont engueulés. Il faut qu'ils sachent compter. Donc, vous devez, je dirais que pour faire du cinéma, pour que ça devienne intéressant, il faut casser un petit peu, désapprendre ce qu'on a écrit, mais pas arriver à 20 ans en disant je vais totalement désapprendre ce que j'ai fait pour faire quelque chose. Ça s'apprend aussi, ça prend du temps parfois. Et c'est Picasso qui disait qu'il avait appris pendant toute sa vie, Picasso a dit qu'il a essayé de dessiner comme un enfant, c'est-à-dire de désapprendre un petit peu ce qu'il avait appris pour
pour essayer de retrouver une singularité. Voilà. Mais surtout, là, je dirais qu'il faut avoir envie d'avoir envie de raconter des histoires. Le cinéma est un médium qui permet, avec des sons, des images. Mais voilà, il faut avoir envie de raconter des histoires. Après, vous pouvez raconter des histoires différemment. D'ailleurs, je vous prenais l'exemple de Eugénie Grandet. Eugénie Grandet, c'est une nouvelle, c'est un roman de Balzac, un livre, et puis ça a déjà été un film et ça va être à nouveau un film. Ça pourrait être une comédie musicale, ça pourrait être un tableau, Eugénie Grandet. Enfin voilà, il faut avoir envie de raconter quelque chose. Je voudrais bien que Rémi, tu prennes ta question numéro 4 et ta question numéro 5. Vous mentionnez sur le site de l'AFC que le cinéma français doit se réinventer. Pour quelles raisons et trouvez-vous cette réinvention possible? Ouais, mais ben, je suis un peu dur avec le cinéma français d'une manière générale. Et parce que si vous regardez, enfin, je vois beaucoup de films, et beaucoup de films notamment étrangers, et je pense que comment dire j'aimerais qu'en fait que le cinéma français s'écoute moins, parler en fait. Je trouve que dans le cinéma français aujourd'hui, pour vous donner une idée par exemple, je disais tout à l'heure que le cinéma, enfin je disais que le métier de directeur de photo, c'était de mettre en image des mots. Mais ça me paraît même être la définition du cinéma en fait, mettre en image des mots. Et que souvent dans le cinéma français, on passe notre temps à filmer des dialogues. Or, c'est pas ce qui, moi, m'intéresse le plus. Et souvent, ça devient des téléfilms, ça devient alors des chants contre chants. Alors après, chant contre chant, je sais pas si vous savez ce que chant, vous êtes là contre. Ben voilà, là, c'est un chant contre chant entre vous et moi, par exemple. Et donc, j'aimerais qu'il y ait plus un désir d'image dans le cinéma français, que parfois on fasse plus confiance à des spectateurs, qu'on se dit que. Et c'est vrai que dans le cinéma russe, par exemple, vous pouvez avoir je me souviens de ce film, comment s'appelle, le Gaël, ce film russe qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger, je dirais il y a 5 ans, peut-être 10 ans, sur la perte d'un enfant. Voilà, et la perte d'un enfant, et à un moment donné, Le retour. Non, c'est le retour. C'est Diaghilev, mais je ne sais plus le vrai. Oui, c'est le retour. Non, c'est pas le retour. Mais bon, non, c'est celui d'après, ouais. C'est celui d'après. Ouais. En tout cas, il y a voilà, les parents allaient chercher l'enfant, et à un moment donné, on voit un vêtement de l'enfant, alors je ne sais pas si c'est peut-être sa veste, qui est perdu dans les arbres, et il regarde la veste. Et donc, si vous voulez, des détails comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui est plus fort qu'une image comme celle-ci qui raconte que l'enfant a disparu, plutôt que d'entendre des mots. Donc, moi, je reproche au cinéma français, par exemple, que ce soit trop bavard. Trop bavard. Alors, j'aime bien les films de Woody Allen qui parlent beaucoup, il n'y a pas de problème, mais parfois, je voudrais je trouve que ce soit trop bavard et que ça se regarde et ça s'écoute un peu trop. Voilà un peu ce que je reproche un peu au cinéma français. Après, on rentre dans des détails. Après, moi, je reproche parfois à la nouvelle vague. Mais là, on rentre dans quelque chose que je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la nouvelle vague. La nouvelle vague est apparue dans les années 60 avec des premières caméras qui se mettaient à l'épaule et qui permettaient une écriture plus fluide, la caméra descendait dans la rue, alors que les caméras avant, c'était en studio, des grosses caméras. Et donc, ça a permis de filmer des gens, des petites gens, des gens normaux, ou des comédiens qui ne sont pas forcément des comédiens, et puis de filmer avec moins de lumière, de démocratiser quelque part le cinéma. Et aujourd'hui, parfois, je me demande si les effets collatéraux de cette nouvelle vague, ça n'empêche pas parfois les gens à réfléchir davantage. C'est-à-dire qu'une image, évidemment qu'il peut y avoir une image spontanée. On fait des documentaires, il y a des choses spontanées qui se passent dans la caméra. Mais une image, ça se construit aussi. Une émotion, ça se construit. Et parfois, je reproche au cinéma français de manquer un peu de réflexion en amont sur les images qu'on tourne. Et donc, aujourd'hui, où il n'y a jamais eu autant d'images, les réseaux sociaux dégueulent d'images, vous voyez des images partout, sur tous les écrans, vous allez chez le coiffeur, il y a un écran, il y a des écrans partout. Et il n'y a jamais eu autant d'images, et finalement, peut-être, il n'y a jamais eu autant de manque de réflexion de ce qu'il y a derrière une image. Et voilà, c'est un peu... Donc là, je reproche, je voudrais
parfois voilà, qu'il y ait une réflexion un peu plus grande sur ce qu'on tourne et la manière de raconter des histoires. Voilà. Ce film russe, c'était Faute d'amour. Oui, Exactement. Faute d'amour que je vous conseille de voir, qui est un des plus beaux films que j'ai vu ces derniers temps, et qui était d'une émotion dingue. Et vous allez voir, si vous voyez ce film, c'est pas un film bavard, et pourtant, vous allez tout comprendre, et c'est saisissant. Mais il y a plein d'autres. Hein. Moi, le dernier film que j'ai vu, d'ailleurs, Gaël, j'ai fait la vidéo, je ne voulais pas envoyer parce qu'elle était trop lourde, mais il faut que je te l'envoyer. Et tu poses la question, moi, le dernier film que j'ai vu, je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont beaucoup aimé, c'était Drunk de Winterberg, et c'est qui m'a beaucoup plu. Mais voilà aussi, en fait, il y a un mot qu'on n'a pas dit encore, que j'ai pas dit encore, mais c'est le mot émotion. C'est le mot émotion. Pour moi, je recherche en cinéma l'émotion. Donc, parfois, l'émotion, je trouve qu'il y en a plus dans des images que dans des mots. Même si dans des mots, il peut y avoir d'émotion, on est bien d'accord. Mais voilà, je crois que c'est ça que doit permettre le cinéma. C'est un peu comme la poésie. Hein. La poésie, quand vous lisez de la poésie ou quand vous aimez la poésie, c'est que vous pensez à des métaphores. Quand vous avez des images qui vous viennent en tête. Et c'est peut-être ça qui, quand ça marche, quand ça fonctionne, ça vous amène très loin. Rémi, on te redonne la parole. Vous parlez plusieurs fois de la fermeture des salles de cinéma comme une mauvaise chose. Ne pensez-vous pas que l'on puisse profiter pleinement du cinéma chez soi? Je pense que c'est très différent. D'abord, parce qu'entre vous et moi, si on se dit la vérité, vous regardez les films là-dessus, d'accord? Et c'est pas, vous ne regardez pas la télévision, vous regardez les films sur votre téléphone portable, voire sur les tablettes, mais à mon avis, plus sur les téléphones portables. Je ne pense pas qu'un grand écran et un petit écran procurent la même émotion. Ensuite, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vivre une dimension collective, c'est pas la même chose que de voir un film tout seul dans son coin, et même si vous êtes 2 ou 3, c'est pas la même chose. Quand vous avez un film qui vous touche, quand vous avez et que vous êtes entouré de gens qui ressentent la même chose que vous, alors il y a un truc qui se passe. Si vous faites du sport, si vous aimez un peu quand vous allez voir, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, si vous allez en Écosse, voir un match de rugby avec l'équipe d'Écosse qui joue et que tout le monde chante en même temps, vos poils ils se dressent comme ça. C'est la force du collectif. Et une salle de cinéma, c'est comme un concert. On peut effectivement écouter de la musique chez soi, ça marche. Hein. Mais quand vous assistez à un concert, si vous allez voir le chanteur ou la chanteuse que vous aimez, vous allez être dans un ensemble de trucs, vous allez partager une émotion avec d'autres gens. Donc c'est la force du collectif, et puis il y a la force du grand écran. C'est pas moi qui suis donc directeur de la photo qui vais vous expliquer que sur un grand écran, vous voyez plus de détails que sur un petit écran. Sur un petit écran, voilà, c'est pas la même chose. Mais oui, il vaut mieux voir certains bons films sur petit écran que pas les voir du tout, si vous voulez mon avis. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et la force du cinéma, c'est aussi c'est vraiment, vous rentrez, vous n'avez peut-être pas vu ce film, mais je vous conseille de le voir, il s'appelle La Rose pourpre du Caire, de Woody Allen, où c'est Mia Farrow qui va au cinéma, et elle rentre au sens littéral du terme dans l'écran. Donc c'est évidemment un film. Hein. Elle rentre dans l'écran pour rentrer dans l'histoire qu'on lui raconte. Et parfois, le cinéma, quand ça marche, quand ça fonctionne, vous rentrez, il n'y a plus d'espace-temps. Vous rentrez dans l'écran, vous êtes de l'autre côté. Alors oui, ça peut se passer peut-être sur téléphone portable, oui, mais c'est pas la même chose. Et puis entre nous, téléphone portable, quand vous avez un texto, vous répondez en même temps, vous mettez de la musique, vous faites ça. Enfin, c'est pas la même attention. Quand vous rentrez dans la salle du cinéma, vous rentrez pour 1h40 ou 2h dans un endroit où, voilà, si quelqu'un mange du popcorn, ça va vous emmerder. Si quelqu'un fait du bruit, ça va vous emmerder. Vous rentrez dans un sas. Or, la télévision chez soi, l'écran chez soi, le téléphone portable, vous n'êtes pas dans ce sas. Il y a un début et une fin, et ça change beaucoup de choses. Merci. Est-ce que tu veux bien prendre la question suivante? Avez-vous déjà improvisé? Est-ce possible au cinéma d'improviser? Ouais, c'est possible. Ça m'est déjà arrivé. Je dirais que plus vous savez ce que vous allez faire, plus c'est possible d'improviser. Et ça, c'est vraiment important que vous le sachiez. C'est-à-dire que plus vous avez un cadre précis, plus les acteurs vont improviser dans ce cadre, et pas l'inverse. Je prends un exemple. Quand je fais le travail avec les enfants, donc entre 3 et 6 ans, j'ai fait dessiner sur une vitre. La vitre, elle mesure 80 cm sur 1,10 m. Ok ? La vitre, elle fait cette taille. Ils ont un marqueur noir. Ils n'en ont pas 10, ils en ont un. C'est-à-dire qu'ils ont tout le temps, en revanche,
pour dessiner sur cette vie. Donc, ils improvisent. Donc, mais ils ont un cadre précis. Plus le cadre est précis, plus à l'intérieur, vous pouvez improviser. Si vous avez trop de paramètres, alors après, ça devient plus difficile. Donc, et sur Quand la mer monte, le film que j'ai réalisé avec Léon Moreau, parfois, on a improvisé certaines scènes, mais la scène c'était autour d'une table, il y avait 8 personnes autour d'une table, on avait des choses à dire, un début, un milieu, une fin, et après, comme un morceau de jazz, vous pouvez jouer la partition, jouer le thème de la partition, et puis repartir, et puis revenir. Et après, au montage, on décide. Donc oui, c'est possible d'improviser. Ça fait souvent peur. Ça fait peur à des producteurs, parce que l'improvisation, c'est difficile à quantifier, mais c'est possible. Mais franchement, je vous conseille d'établir un cadre au départ, et vous allez voir qu'à l'intérieur de ce cadre, c'est plus facile d'improviser si vous avez un cadre, plutôt que d'improviser au milieu de rien du tout. Merci. Alors, à présent, les secondes ont préparé des questions à propos du film Le procès contre Mandela et les autres, et je voudrais donner la parole à Nathan. Merci Nathan. Bonjour. Est-ce vous qui avez filmé les témoignages des anciens accusés dans Le procès contre Mandela et les autres? Oui, c'est moi. On était 2, on était 4 en fait. Il y avait 2 caméras. Et il y avait Nicolas Champeau, donc le journaliste qui a fait le film avec moi, et l'ingénieur du son et mon ancien assistant qui est maintenant devenu directeur de la photo. On avait 2 caméras. Et j'en tenais une. Et donc j'ai filmé ces interviews et avec Nicolas, j'avais passé un deal. C'est-à-dire que je n'allais pas l'interrompre. Je n'allais pas l'interrompre au milieu des questions qu'il posait. Les questions, on les avait vues ensemble. Il m'avait prévenu, il m'avait dit, Gilles, donc c'était un journaliste de RFI qui avait l'habitude de ce genre d'exercice. Il me dit, tu vas voir, Gilles, je vais te poser beaucoup de questions au début, on s'en fout. On se fout des réponses. Mais je les pose pour qu'ils soient dans des zones de confort et qu'après, ils puissent aller sur des choses beaucoup moins confortables, beaucoup plus intimes, et pour nous dire ce que vous avez entendu. Donc, en accord avec lui, j'avais décidé de ne pas l'interrompre. Mais on avait décidé qu'avec un post-it, je pouvais intervenir. J'écrivais sur un post-it et la question, et je pouvais la donner discrètement à Nicolas qui se trouvait à côté de moi. Et à un moment donné, je me souviens d'un truc, je n'ai pas écrit grand-chose sur les post-it, mais je n'ai souvent pas posé d'autres questions que lui voulait poser. Mais à un moment donné, je lui ai dit, ne les coupe pas, laisse les silences. Et parce que lui, il vient de la radio. Les silences à la radio, c'est terrible. Il n'y a pas de silence à la radio, mais au cinéma. Les silences, souvent, c'est ce qu'il y a de plus beau. On en revient sur cette histoire de mots et de silence. Quand vous avez, si vous avez vu le film, les accusés qui essaient de se souvenir 50 ans avant ce qu'ils ont vécu, ça demande du temps. Autant ces gens-là, autant les personnes âgées que vous avez autour de vous, ils ont parfois une mémoire immédiate qui n'est pas terrible. Si vous demandez à une personne âgée qu'est-ce qu'elle a fait hier, elle ne s'en souvient pas forcément. Mais si vous lui demandez ce qu'elle a fait il y a 30 ans, vous allez voir qu'elle va s'en rappeler étonnamment. C'est assez incroyable. Donc, il y avait besoin de ce silence. Donc, oui, j'ai filmé ces gens. Je les ai éclairés. J'ai aussi choisi de les mettre sur un fond, une toile peinte. Mais ce n'est pas moi qui ai posé les questions. J'ai juste permis parfois à Nicolas de laisser plus de silence en disant « Mais Nicolas, si c'est trop long, le silence, on le coupera au montage. » Mais souvent, moi, ce que j'adore dans ce film, il y a plein de choses que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup la qualité des silences parce qu'ils vont évidemment très très loin. C'est la première fois qu'ils s'entendent. Merci. Si Jade, tu prends la question suivante. Dans le procès contre Mandela et les autres, a-t-il été difficile de retrouver les personnes qui ont été interviewées? Alors, quand je rencontre Nicolas, que je ne connais pas, il est chez moi et il me parle de cette histoire que je ne connais pas. Je sais juste que Mandela est resté 27 ans en prison, comme vous, mais je ne connais pas plus que ça. Je ne sais pas qu'il y a des co-accusés, je ne sais pas que... Et donc, je discute avec lui, il est chez moi, et je lui dis, mais la première question que je pose, il dit, est-ce qu'il y a des survivants? Il me dit, ils sont 3. Est-ce qu'on peut les joindre? Et il les appelle de chez moi. Il les appelle avec son téléphone portable de chez moi. Pourquoi? Parce que lui avait vécu il y a une dizaine d'années, 3 ans en Afrique du Sud, c'était le correspondant de RFI en Afrique du Sud. Et en fait, il les connaissait, ces gens, parce qu'il les interrogeait régulièrement chaque année. Pour l'anniversaire de la mort de Mandela, il y a des interviews de ceux qui ont connu Mandela. Et donc, il les avait interrogés, il les interrogeait sur Mandela. Et donc, il leur parle, comme je vous parle, avec son téléphone. 93 ans, 91 ans, 90 ans.
Et donc, la réponse à la question, non, ça a été très facile de les retrouver. Après, il me raconte qu'il y a 2 avocats qui sont survivants sur les 5, qui connaissaient aussi. Et donc, ça a été facile de les retrouver. Après, il fallait faire en sorte qu'ils acceptent de répondre. Mais comme ils connaissaient Nicolas, comme on était français, comme on est, voilà, ils ont accepté assez facilement. Après, il fallait qu'ils acceptent de parler d'eux. Ils ont passé leur temps à parler de Mandela, à mettre Mandela en avant. Donc, il a fallu aller chez eux, prendre du temps avec eux. Ça n'a pas toujours été très simple, notamment pour l'un d'entre eux, pour Ahmed Kathrada. Puisque quand on a l'Indien, quand on est descendu chez lui, en Afrique du Sud, à Johannesburg, on nous a dit qu'il n'était plus disponible, qu'il était hospitalisé. On ne l'a pas cru, en fait. On ne l'a pas cru parce que on nous a dit ils veulent qu'on passe par le guichet de la fondation, qu'on paye, etc. Et en fait, il était vraiment hospitalisé. On s'en est rendu compte. C'était finalement la personne la plus dure à rencontrer. Non, il y a 2 autres. Parce qu'on a cru qu'on n'allait jamais la voir. Et à l'aéroport, quand on devait repartir à Paris, on a reçu un coup de fil de sa fille, nous disant qu'il était sorti de l'hôpital et qu'il nous donnait 2 heures. Donc on n'a pas pris l'avion. On a donné 2 heures et il se trouve pour la petite histoire qu'il est mort 2 mois après l'interview. Ça n'a pas été facile non plus de retrouver Winnie Mandela. Winnie Mandela, qui est donc décédée, elle, 5 mois après l'interview. Winnie Mandela, c'est pas facile parce que Nicolas m'avait prévenu d'ailleurs, il m'avait dit Gilles, autant choper Catherine Deneuve, c'est pas compliqué à Paris, tu as ton réseau, c'est pas compliqué. Autant choper Winnie Mandela, c'est un véritable icône ici en Afrique du Sud, c'est plus compliqué. Et en fait, on a réussi à avoir Winnie Mandela par l'intermédiaire de quelqu'un que connaissait Nicolas, et elle avait, je ne sais pas quoi, mais elle avait un truc à rendre à cette personne-là. Ce qui fait qu'on a obtenu Winnie Mandela. Mais Nicolas m'avait prévenu, il m'avait dit, mais Gilles, tu verras Winnie Mandela, elle te donne rendez-vous à telle heure, mais peut-être 3 heures après, elle n'est pas là. Et bon, on avait réservé une grande suite dans un grand hôtel à Johannesburg et tout ça, et on nous donne rendez-vous à 10 heures, et à 10 heures, il n'y a personne. À 11 heures, il n'y a personne. À midi, il n'y a personne. Et midi et quart, elle arrive. Elle arrive à midi et quart pour un rendez-vous à 2 heures. Elle nous avait donné 2 heures. Donc faites le calcul, il ne nous reste pas grand-chose. Et donc, on discute. On lui montre la pièce dans laquelle elle devait être interrogée. Encore une fois, on avait réservé une grande suite d'hôtels. Et elle nous dit non. Et il y a une personne, elle ne sort pas de la voiture, qui est une grosse Mercedes. C'est une personne, son assistante, qui est une grosse bonne femme noire, qui sort de la voiture, qui veut voir l'endroit où elle va être filmée. Et elle me dit non, Winnie Mandela ne doit pas être filmée ici. Donc, je dis pourquoi. Elle me dit non, parce qu'il y a un grand couloir où Winnie Mandela sort de l'hôpital, elle ne s'attend pas de marcher, elle avait été opérée du genou. Et donc, nous, on avait préparé un fauteuil roulant pour qu'elle aille, pour l'amener dans l'endroit où elle voulait être interrogée. Et elle nous dit non, Winnie Mandela n'acceptera pas de monter dans le fauteuil roulant. En fait, elle avait peur des photos qui pouvaient se retrouver sur les réseaux sociaux. Elle ne voulait pas se montrer dans un fauteuil roulant. Donc là, vraiment, on a eu peur, parce qu'on s'est dit, le temps passait, évidemment, que ça allait être très compliqué. Et donc, je suis allé voir le directeur de l'hôtel, et je lui dis, est-ce que vous pouvez bloquer l'hôtel? Je vais interroger Winnie Mandela ici, c'est-à-dire très très proche de l'entrée de l'hôtel. Et si vous regardez le film, il y a une porte derrière Winnie Mandela, c'est la porte de l'ascenseur, qu'on a condamnée, parce que si Winnie Mandela, tout l'hôtel était condamné. Et on a fait, donc j'ai calculé la distance la plus courte de l'entrée de l'hôtel à l'endroit où j'allais interroger. On l'a interrogé ici, mais c'était pas gagné, puisque je ne savais pas combien de temps elle nous donnait. Et à ce moment-là, Nicolas me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, tu sais quoi, explique-lui l'histoire, raconte-lui d'où on vient, pourquoi. Et donc, elle a écouté les sons du procès auquel elle a assisté tous les jours, Winnie Mandela. Elle nous a dit même que c'était le seul moyen de voir Nelson Mandela. Qu'en fait, que parce que Mandela a été condamné, elle le voyait souvent, alors que quand il n'était pas, elle ne le voyait pas. Et donc, elle écoute les sons, et elle enlève le casque comme ça, et elle nous regarde, elle dit, mais où est-ce que vous avez eu ces sons? C'est la première fois qu'elle les écoutait. Et elle était très touchée, évidemment, par ce qu'elle entendait. Et elle a annulé 4 rendez-vous derrière, elle nous a donné 3 heures. Pour la petite histoire, voilà, elle est décédée 4 ou 5 mois après cette interview. Ça reste le dernier entretien de Winnie Mandela. Donc, pour Winnie Mandela, c'était pas simple. C'était pas simple non plus pour le fils du procureur. Le fils du procureur, qui est donc le fils de celui qui a condamné Mandela. Parce que au début, il voulait pas nous donner d'interview. Et Nicolas lui avait écrit un mail, il avait répondu que non, il ne le sentait pas. Évidemment, c'est le fils du mec qui a foutu Mandela en taule pendant 27 ans.
c'est compliqué à gérer. Et puis, nous, on a insisté en lui disant que ce qu'on voulait faire, c'est aussi parler des dégâts collatéraux. Vous ne choisissez pas d'être le fils de vos parents, qu'importe comment. Voilà. Donc, on voulait. Voilà. Donc, on a fait ce. Après, lui, il nous dit OK, vous pouvez venir. Donc, on est venu. Et on est venu. Mais quand je suis rentré chez lui, je ne savais pas si on allait pouvoir filmer des choses. Et en fait, il y avait un chat chez lui. Il nous a dit, si vous acceptez que mon chat fasse ce qu'il veut, alors je veux bien. Alors, moi, je dis, il n'y a pas de problème, votre chat, il peut faire ce qu'il veut. Je connais les chats, j'en ai chez moi, c'est pas non plus un lion. Et donc, on a filmé l'interview du fils du procureur, David Youtard. Sauf qu'à un moment donné, si vous avez bien vu le film, le chat, il vient se mettre devant la caméra, en plein interview, au moment où David Youtard parle de son père. Évidemment, on a laissé le chat. On a laissé le chat vivre, ce qui apporte peut-être encore plus d'émotion à ce qu'il est en train de dire, comme si le chat voulait me cacher l'émotion de son maître. Mais ça, vous ne pouvez pas le deviner. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui va se passer. Et donc finalement, on l'a fait, et ça reste peut-être un des plus beaux moments du film. Merci beaucoup. Tim, je te redonne la parole. Oui. Comment est venue l'idée de recourir au dessin animé pour ce documentaire? Le problème, c'est qu'on avait un postulat de départ qui était que ce film a existé parce qu'on a mis la main sur des archives sonores. 256 heures d'archives sonores. Donc, et on avait depuis le début, on savait que c'était le nerf du film. C'est pas la fausse voix de Mandela que vous entendez, c'est la vraie voix. La voix, c'est la vraie voix des accusés, c'est la vraie émotion, c'est le vrai grain, la texture de la voix. Donc on savait qu'on voulait en mettre dans le film. Combien de temps, on ne savait pas. On ne savait pas. Ce truc, elle a un peu plus de 40 minutes, mais on ne savait pas combien de temps. Après, c'est comment vous faites. C'est bien beau de ne pas vouloir filmer des dialogues, mais quelles images vous montez dessus. Assez rapidement, avec Nicolas, on s'est dit que demander à des comédiens de jouer en playback, ça ne nous intéressait pas. Et donc, je me suis souvenu que lors des procès, quand vous faites des procès, quand vous assistez à des procès, enfin quand vous lisez des procès dans les journaux, il y a des dessinateurs. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire des photos lors des procès, mais il y a des dessinateurs qui croquent le juge. Je ne sais pas si vous avez suivi le procès de Charlie Hebdo. Il y a beaucoup de dessins des juges, des accusés. Et donc, j'ai proposé de faire intervenir un dessinateur que je connaissais, qui s'appelle Ourde, avec lequel j'avais déjà travaillé il y a une dizaine d'années, grâce à mon travail sur les dessins d'enfants, puis j'ai fait d'autres choses avec lui. Et donc, on est parti sur des dessins en noir et blanc, comme les dessins de presse qui croquent. Voilà. Et ça nous permettait de restituer la voix tout en respectant au maximum ce qui a été dit, quelque part de forcer l'écoute. C'est pour ça que parfois, dans certains dessins, on est un peu abstrait, parce qu'on estime que ce qui est dit est suffisamment fort pour qu'on ne soit pas obligé de le souligner avec des dessins qui montreraient ce qui est dit. Donc, voilà, c'est aussi ça la force du cinéma, je crois, c'est d'utiliser les différentes paramètres que vous avez, le son et l'image. N'oubliez pas que le son et l'image, c'est aussi important quand vous faites du cinéma. Et pour le coup, je pense que pour le film sur Mandela, peut-être que le son est plus important que l'image. Donc, il ne fallait pas que l'image prenne le dessus sur ces mots qu'on vous a fait écouter. Merci beaucoup. Alors, j'ai les premières en ligne qui, en fait, eux, ont travaillé sur l'échange des princesses et dans les forêts de Sibérie. Donc, parmi les premières, j'aurais aimé qu'Éline pose sa question pour commencer, si c'est possible, si Éline est bien en ligne. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Pourquoi avez-vous décidé de faire un aussi gros travail du clair-obscur dans l'échange des princesses? Les références qu'on avait que Marc m'a donné, Marc Duguin, le réalisateur, c'était des peintures. C'était le Caravage, c'était Rembrandt, c'était Gainsborough. Et donc, dans ces peintures, il y a ce clair-obscur. Il y avait aussi l'idée que, dans ce film, de montrer les coulisses du pouvoir, les coulisses des châteaux. Ce qui passait, parce que l'histoire, si vous analysez l'histoire, elle est juste dégueulasse. On échange un enfant avec un autre enfant. C'est ce qui se passait réellement. Donc c'est assez abject. Et on voulait montrer ce qui se passait derrière la grande histoire de France ou d'Espagne.
On voulait montrer ce qui se passait derrière les tableaux du Louvre, que vous avez peut-être vus et que vous connaissez, vous en connaissez un certain nombre. Mais on voulait respecter un petit peu la magnificence de ce qui nous est rapporté pour peut-être être plus en contrepoint avec le côté sordide de cette histoire. Donc là, pour le coup, j'ai travaillé avec des références de peinture très importantes. Et c'est pourquoi parfois j'ai laissé dans l'ombre certaines choses en me disant que parfois les choses sont plus efficaces quand elles sont dans l'ombre plutôt qu'elles soient montrées systématiquement. Et d'ailleurs, je le pense, c'est-à-dire que quand on parle de lumière, on parle d'ombre. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, en tout cas. Si les ombres sont très belles, vous avez tous fait des photos avec votre ombre qui est projetée très grande, comme ça, sur un mur ou sur le sol, ça arrive à un moment particulier de la journée. C'est en début de journée ou en fin de journée. Ça ne va pas arriver en lumière zénitale. Et voilà. Et donc, l'ombre, parfois, permet d'exprimer des choses, la pleine ombre, permet d'exprimer des choses qui nous paraissaient importantes. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Et que je ne regrette pas du tout d'avoir fait, même si Marc, à un moment donné, avait un petit doute sur le fait qu'on soit peut-être allé un peu trop loin. Et je lui dis, tu sais quoi, Marc, attends la première projection. Fais la première projection avec le public et puis on va voir. Bon, ça s'est bien passé. Et les gens ont très bien accepté cette image qui participe, à mon sens, à ce qu'on cache à des enfants, à ce qu'on cache aussi à nous. C'est-à-dire que cette histoire-là, on la connaît. Enfin, moi, je ne la connaissais pas avant d'avoir lu dans le bouquin, dans le scénario, qui est une adaptation d'un bouquin de Chantal Thomas. Je ne connaissais pas cette histoire. Donc l'ombre me paraissait aussi importante que la lumière. Théo Duvert, est-ce que si tu es en ligne, tu peux prendre tes 2 questions? Merci Théo. Quel type d'éclairage et d'objectif avez-vous utilisé dans l'échange des princesses pour parvenir à souligner le côté malsain de la noblesse? Alors, l'éclairage, je vais te raconter une anecdote. Quand je rentre dans ce film, donc, il se passe entre la France et l'Espagne, entre le château de Versailles et l'Espagne. Mais on n'a rien tourné en France et on n'a rien tourné en Espagne. Parce que ce film s'est fait en Belgique, en fait. Et les moyens pour faire le film, on les a eus en Belgique. On avait trouvé un château en Belgique qui ressemblait à peu près au château de Versailles. Mais ce n'est pas Versailles, parce que sinon ça se serait. S'il y avait l'équivalent de Versailles en Belgique, ça se serait. Mais il y avait une pièce. Voilà. Et donc, on a tourné dans le château. Et donc, je visite le château pendant les repérages avec le réalisateur et le directeur de production. Le directeur de production, c'est celui qui fait le point entre la production et le réalisateur. En gros, c'est celui qui a un budget et il faut qu'il gère ce budget. Et il me suivait tout le temps quand je marchais dans la pièce. Mais je lui dis, pourquoi tu me suis tout le temps? Il me dit, je voulais voir comment ça m'intéresse la manière dont tu éclaires. En fait, ce qui l'intéressait, c'est de savoir quels moyens j'allais mettre pour éclairer. Quels moyens, voilà. Et je lui dis, tu t'intéresses à la lumière, très bien. Dis-moi pourquoi, dans cette pièce qui est immense, c'est la pièce où il y a la petite fille, elle doit faire, elle doit faire 40 mètres sur 15 mètres, avec des plafonds de 7 mètres. C'est une pièce immense, avec des fenêtres immenses. Et je dis, puisque tu t'intéresses à la lumière, pourquoi les fenêtres, elles sont grandes dans le château? Donc, il ne me répond pas. Donc, je dis, elles sont grandes parce que c'est pas parce qu'elles avaient trop chaud. C'est pour permettre à la lumière d'extérieur d'éclairer cette grande pièce. Donc, je dis, moi, pour respecter ça, et d'après les exemples de peinture que j'ai de Caravage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un projecteur de l'autre côté de la fenêtre qui va rentrer à l'intérieur. Ok. Le projecteur, quelle puissance ce projecteur? Rivalisé avec le soleil. Donc, c'est 12 kilos à chimie, 12 000 watts, extrêmement puissant. Donc, c'est des très gros projecteurs que je mettais loin, qui permettaient avec l'ombre, que je mettais en projection sur une toile, et la lumière rentrait comme ça progressivement dans la pièce. Mais il y avait 4 fenêtres. Donc 12 kilos. Et je dis au directeur de production, on est à quel étage là? Pourquoi on ne tourne pas dans la pièce juste au-dessous? Parce que c'est la même pièce. Il dit, même au-dessous, c'est compliqué, c'est un musée, il faut tout déplacer. Ah, je dis, ah ouais, d'accord. Mais là, on est à quelle hauteur là? Donc il regarde, on était à 15 mètres. Donc il faut que je mette mon projecteur à 15 mètres. Sauf que si je mets mon projecteur à 15 mètres, la lumière, elle est horizontale. Alors moi, je voulais une lumière qui soit en diagonale, comme ça, qui tourne. Donc il ne faut pas mettre le projecteur à 15 mètres, mais à 20 mètres. Et je lui dis au directeur de production,
Et qu'est-ce qu'il y a en bas des fenêtres quand tu regardes? Des douves. Donc il fallait que je mette des tours dans les douves, avec des projecteurs sur des nacelles sur chaque tour, et des gros projecteurs à la place de chaque fenêtre. Et tu rajoutes à ça que je n'allais pas mettre un électricien sur la tour pendant des heures. Donc j'avais des têtes télécommandées où je pouvais jouer sur la lumière. Inutile de te dire qu'on a tourné à l'étage au-dessous assez rapidement, et que déplacer des meubles, ça coûtait beaucoup moins cher que de gagner au moins 5 mètres. Voilà. Donc j'utilisais des gros projecteurs pour l'échange des princesses, souvent. Après, j'ai aussi travaillé beaucoup avec des bougies, ce qui me permet de répondre à l'autre question que tu me poses. J'ai travaillé avec des optiques, alors, ça s'appelle des Primo 70, mais surtout, j'ai travaillé avec un diaph de 2.8 pour ceux qui font un peu de photos, et j'avais une caméra numérique qui s'appelle la Sony Venice, qui allait à 2500 ASA. Donc 2500 ASA à 2.8, ça vous permet déjà que la bougie sert aussi quelque part de projecteur. Quand elle est assez proche des visages, parfois, il y a des lumières sur les visages qui sont des lumières directement de bougie, qui sont reprises parfois avec des projecteurs, mais parfois pas. Donc j'ai travaillé avec des optiques pas à grande ouverture, mais en tout cas qui couvraient suffisamment, mais surtout avec une très grande sensibilité pour que la lumière d'une bougie puisse impacter parfois l'image que je faisais. Et donc, dans un film, pensez-vous que l'éclairage a toujours un lien avec la symbolique? Non. Mais malheureusement, non. C'est-à-dire que, notamment les films français, où parfois c'est très pauvre en images, mais je pense que c'est à souhaiter. C'est à souhaiter quand on raconte quelque chose, que tout aille dans ce sens-là. Mais tout, c'est le cadre, l'image, le son, la couleur, le costume. Vous savez, si vous prenez les chefs-d'œuvre du cinéma, souvent c'est une alchimie de beaucoup de paramètres. Et je veux dire, si vous prenez un vieux film qui fait consensus, prenez Citizen Kane d'Orson Welles, prenez les enfants du paradis, vous trouvez les enfants du paradis, par exemple, le réalisateur s'appelle Marcel Carné, le directeur de photo s'appelle Auréal Kahn, les dialogues c'est Jacques Prévert, et le décor c'est Alexandre Troner. Voilà. Quand vous avez tout ça qui fonctionne, ça donne un film comme celui-ci. Donc, je pense que c'est à souhaiter qu'une image aille dans le sens du film, en tout cas ne n'aille pas contre le film. En fait, et parfois honnêtement, une image de piètre qualité va dans le sens du film, c'est-à-dire que faire une trop belle image, ce serait peut-être à contrario, ce serait pas un service à rendre au film, à l'histoire qu'on raconte. Donc, c'est pour ça que je dis moi à tout le monde que je ne sais pas ce que c'est qu'une belle image en fait. Je ne sais pas. Une belle image, ça peut être parfois avoir du grain. Une belle image, ça peut être parfois être flou. Une belle image, ça peut être un peu bouger. Là, l'image d'Albin, par exemple, elle est floue devant nous, mais elle peut être considérée parfois comme une belle image. Si vous demandez à Troner, il aurait préféré avoir cette image-là qu'une image extrêmement nette. Donc, une image se pose la question de qu'est-ce que vous racontez et comment après vous le filmez. Et parfois, parfois vous décadrez, parfois vous cadrez, parfois vous faites une grande entrée de lumière, parfois vous faites de la pénombre. C'est toujours vous poser la question qu'est-ce que vous racontez, et après, dans un deuxième temps, comment vous le racontez. Donc, et là, c'est à souhaiter, c'est pas moi qui vous dire l'inverse, c'est bien de se poser la question comment avec la caméra, comment avec un objectif, comment avec de la lumière, vous pouvez participer à raconter cette émotion. Il y a des comédiens qui vont vous dire qu'ils joueront mieux avec une lumière tous les comédiens d'ailleurs, et avec une lumière qui correspond mieux à ce qu'ils sont en train de jouer. Donc, et un comédien qui joue bien, et on est bien d'accord que c'est la chose la plus essentielle, parce qu'il va vous faire croire au personnage qu'il incarne. Si vous n'y croyez pas, vous avez beau faire tout ce que vous voulez au niveau de l'image, il vous manquera l'essentiel. Donc oui, je crois qu'il est préférable que l'image, en tout cas il n'est pas préférable, pour moi il faut que l'image aille dans le sens du film. Mais ça ne veut pas dire que l'image nécessite de gros moyens. Parfois, je pense qu'il y a des films qui seront encore mieux filmés avec un téléphone qu'avec une grosse caméra, franchement. Merci beaucoup. Comme l'heure tourne et que on a encore beaucoup de questions, je voudrais passer à Titouan, si Titouan est en ligne, qu'il puisse poser sa question. Ouais. Pour organiser une reconstitution historique comme dans le film L'échange des princesses, avez-vous fait appel à des historiens? Ouais.
On a fait appel à des historiens, et notamment à Chantal Thomas, qui a écrit le bouquin L'échange des princesses, qui est elle-même historienne. Donc, elle a intervenu sur le scénario de Marc, elle a intervenu sur les décors, et notamment sur les costumes, puisque les costumes ont été refaits à l'identique de ce qui se faisait par. Voilà. Oui, on a intervenu avec des historiens. Toujours, quand tu fais un film historique, il est souhaitable qu'il y ait des historiens qui ne soient pas loin. Après, on peut accepter ou pas de trahir l'histoire. Voilà. Mais en tout cas, c'est bien de le faire en sachant et non pas en être victime. Merci beaucoup. Donc, les premières, on va passer aux questions que vous avez préparées sur Dans les forêts de Sibérie. Et je voudrais donner la parole à Essie Clara d'abord. Comment avez-vous fait pour filmer la scène du camion traversant le lac gelé dans le film Dans les forêts de Sibérie? On a filmé donc sur le lac Baïkal. Le lac Baïkal, il fait 300 km de long. Il est gelé à cette période d'année. Donc il faut déjà s'assurer que le camion, quand il va rouler dessus, il ne traverse pas la glace. Là, pour le coup, on a travaillé avec les gens sur place, les Russes, qui sont de la glace. Et donc ils percent la glace, ils font un trou. Et en faisant le trou, ils mesurent l'épaisseur de la glace. Et ils nous disent si c'est possible de rouler sur la glace ou pas. Parce qu'à un moment donné, ça n'allait plus. Et donc ça, c'est la première chose. Et après, pour filmer ces images, avant, on les aurait fait avec un hélicoptère. Mais on les a fait avec un drone. Et ce qui nous a permis d'avoir les images que vous avez vues, notamment au début du film, de ce camion sur la glace, ou même le sidecar, on l'a filmé en travelling. C'était sur un aéroglisseur, sur les bateaux, vous savez, à coussin d'air. Et on a filmé la glace comme ça aussi. Mais la voiture a été filmée, le camion, pardon, a été filmé par drone. Beaucoup. Ou par drone. Non, il a été filmé par drone. Par drone et aéroglisseur, mais beaucoup par drone, ouais. Lola, si tu es en ligne. Je voulais savoir si le choix des objectifs que vous avez utilisés est dépendant du travail de la lumière. Dans les forêts de Sibérie, la technique est un peu dépendante de la technique, dans le sens où parfois vous tournez à moins 20, moins 30. Et il faut savoir qu'à moins 20, moins 30, vous avez bien vu, quand il fait froid chez vous, votre téléphone portable, il n'y a plus de batterie très rapidement. Et quand il fait 0 degré, ou moins 5. Donc quand vous imaginez moins 30, moins 40, vous imaginez ce qui se passe. Donc on a fait des tests avec une caméra, on s'est mis à moins 60. Alors comment on se met à moins 60 quand on fait des tests avec une caméra avant de partir en Sibérie? On se fait enfermer dans des congélateurs. Et là, vous vous rendez compte que tous les câbles ils pètent, tous les écrans ils pètent. Vous vous rendez compte que la graisse à l'intérieur de la tête, elle se solidifie. Donc il faut enlever la graisse dans la tête ou sur lequel on met la caméra. Les optiques, il faut, quand vous tournez à moins 40 en Sibérie, quand vous tournez à l'intérieur des maisons, il fait plus 35. Donc vous avez une différence de 75 degrés. Donc vous connaissez tous le phénomène de la condensation. Quand vous êtes à l'extérieur et que vous rentrez dans une pièce avec vos lunettes, il y a de la buée sur les lunettes. Si vous avez de la buée, vous ne pouvez pas tourner. Donc on avait différentes optiques. On avait des optiques qui servaient pour l'intérieur et pour l'extérieur. Et pour éviter de tourner, de changer systématiquement l'optique que je mettais sur la caméra, j'avais décidé de tourner avec des zooms pour changer de focale sans changer d'optique. Et le zoom, dans les zooms, il y a de la graisse. Et si vous n'enlevez pas la graisse elle gèle, donc votre zoom, il ne peut plus le bouger. Donc il a fallu enlever la graisse dans les zooms pour pouvoir tourner là-bas. Donc en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on a dû faire des tests, c'est 6 semaines de tests, enfermés dans des congélateurs. Donc pour voir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, de manière à ce que vous puissiez le répéter dans des conditions extrêmes. Donc le choix des optiques et de la caméra s'est fait en fonction de ça. Vous rajoutez que sur la caméra, on a fait ce qu'on appelle un blint, c'est-à-dire qu'on a protégé la caméra avec une sorte de blouson, de blouson en tout cas, de cache. D'ailleurs, le titre indicatif, ça coûtait 3 000 € ce blouson de caméra. Donc c'était avec des chaufferettes à l'intérieur, c'était un truc, ça avait un certain coût. Mais il a fallu effectivement faire des tests dans tous les sens pour après tourner dans les conditions extrêmes. Donc les optiques ont passé ces tests comme la caméra, comme le reste. Alors, lors du tournage du film Dans les forêts de Sibérie, les comédiens qui incarnent les personnes locales, les autochtones, sont-ils des professionnels ou des bénévoles? Ni l'un ni l'autre. Ce ne sont pas des professionnels, mais ce n'est pas des bénévoles. Ils ont été payés.
mais c'est pas des professionnels. Je crois que le conducteur du camion, c'est un acteur professionnel. La personne que vous entendez chanter, ce n'est pas une professionnelle, c'est un mix des deux. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont des autochtones, des gens du coin. Oui. Quels étaient vos horaires de travail pour le tour? Ça dépendait. Déjà, pour aller sur le décor, c'était, je crois, 1 heure pour aller sur le décor. 1 heure pour rentrer. Donc, ça vous fait 2 heures et on n'a pas tourné un mètre de pellicule. Après, on était, comme vous l'avez vu, très tributaire de la lumière. Donc, on s'adaptait à la lumière. Et quand on tourne de nuit, on tourne de nuit. Mais souvent, les horaires de tournage, sur un tournage en France, en tout cas, c'est 9h, 18h. Mais ça, là, par exemple, je tourne cette nuit, ce qui me permet d'être avec vous aujourd'hui. Les horaires de travail aujourd'hui, c'est 17h30, 5h du matin. Mais ça dépend de l'ambiance qu'on avait à faire. Mais en tout cas, on s'adaptait totalement à la lumière du jour, parce que dans les forêts de Sibérie, vous avez vu, il n'y a pas de studio. Et même quand on tourne à l'intérieur de la cabane, il y a la fenêtre de l'autre côté. Et donc, j'étais aussi dépendant de cette lumière-là, donc je ne pouvais pas tourner à n'importe quelle heure. Donc, on s'adaptait en fonction des heures du soleil. Merci beaucoup. Je vous propose les terminales de passer aux questions à propos d'Eugénie Grandet. Donc, vous n'avez pas vu le film. En revanche, vous avez vu la bande-annonce et on a un petit peu présenté le roman assez rapidement. Tom, je te laisse poser la première question. Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur Eugénie Grandet? Parce qu'on m'a proposé. Mais non, parce que Marc Duguin m'avait proposé ce film. Moi, j'avais travaillé avec lui sur l'échange des princesses. Je gardais un bon souvenir du travail qu'on a fait ensemble. Donc voilà comment on propose ce scénario. Après, je l'ai fait ou je ne l'ai fais pas en fonction des scénarios. Là, ça m'a fait peur, parce que Eugénie Grandet, Balzac, c'est pas ce que j'ai préféré, moi, pour rien me cacher, quand j'étais en classe de première, que je devais lire Balzac. Je trouvais que ça n'en finissait plus, ces descriptions sur les marges des escaliers, etc. Et je me posais la question, mais comment on va filmer ça? Est-ce qu'on va faire des gros plans, des machins, tout ça? Donc, et puis après, c'est ma rencontre avec Marc. C'est ma rencontre avec Marc qui m'a dit, lui, pourquoi il voulait filmer Eugénie Grandet. Et en fait, il a comparé Eugénie Grandet à une fille de Daesh, à une fille voilée, à une fille qu'on cache. Et donc là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Parce qu'il en a fait, du coup, un peu comme Balzac, mais il a poussé encore le curseur un peu plus loin. Il en a fait un film féministe. Et du coup, là, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que la discussion avec Marc m'a convaincu que c'était un film intéressant à faire. Et comme dans l'échange des princesses, parce qu'un jour, j'espère que les salles de cinéma vont ouvrir quand même, Eugénie Grandet, vous trouvez au niveau de la lumière des pénombres très grandes, qui permet aussi de renforcer la solitude de cette fille qui vit une relation atroce avec son père, de renforcer cette notion de peur, de questionnement. Et voilà, c'est un film assez psychologique en fait. Élie, je te donne la parole pour ta première question seulement, parce qu'après je donnerai la parole à Alain. Je voulais savoir qu'est-ce que ça représente pour vous de travailler sur la comédie humaine. Je sais qu'on s'attaque à quelque chose, on s'attaque à une statue, qu'on s'attaque à un truc énorme. C'est comme quand je fais un film sur Mandela, je vais dire merde, on va faire un film sur Mandela, qui je suis moi? Pour parler de Mandela, je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc, enfin je suis blanc si, je ne suis pas noir mais je vis pas en Afrique du Sud, je n'ai pas vraiment connu l'apartheid, je n'ai pas vraiment connu le racisme, donc il y a cette question de légitimité. Là, quelle impression ça m'a fait, j'étais fier quelque part qu'on me propose de travailler sur ce film-là. Maintenant, sur tous les films, il y a des enjeux. Les enjeux, ils sont est-ce que vous serez à la hauteur? Est-ce que l'avantage quand vous faites un film, c'est que vous n'êtes pas seul. Donc, vous pouvez toujours vous dire que si ça ne marche pas, c'est pas votre faute. Mais et puis si ça marche, vous dites que c'est grâce à vous. Mais c'est pas vrai. Non. Si ça marche, c'est parce que toute équipe a fonctionné. Et non, il y a des enjeux de par ce que ça représentait, mais on a beaucoup travaillé avec Marc sur les références, on a beaucoup aussi travaillé avec des références de peintres, et puis j'ai beaucoup aidé par la chef décoratrice qui s'appelle Séverine Bérel pour avoir des décors qui
qui allait dans le sens de l'image qu'on souhaitait. Donc, c'est de la responsabilité, mais vous savez faire un film, que ce soit Balzac ou un film de quelqu'un qui n'est pas connu, c'est la même responsabilité. Parce que de toute façon, même si ça coûte pas cher, ça coûte cher. Donc, il faut... voilà. L'enjeu est le même. Après, vous attaquez effectivement à un monstre. Mais il ne s'agit pas de faire le malin. Il s'agit d'essayer d'être au plus près de ce que vous dites à Balzac, avec l'interprétation que Marc Dugas en a fait, qui est une interprétation très personnelle, et en donnant, nous, les moyens à Marc, notre palette, la palette d'un directeur de la photo, qui est suivie de la lumière, des couleurs, du contraste, du piqué ou pas des objectifs. Voilà. Donc, voilà. Alan, je te donne la parole. Avez-vous lu ou relu Eugénie Condé? Si oui, avez-vous imaginé pendant la lecture et essayé de les reproduire pour le film, ou bien avez-vous simplement imaginé l'éclairage des scènes à partir du scénario? Non, j'ai relu le bouquin, évidemment. J'ai lu le scénario d'abord, j'ai relu le bouquin, puis j'ai relu le scénario. Et puis, on a cherché des décors en fonction de ce que voulait Marc. Il y a un plafond assez bas, une lumière assez crue, décor assez sombre. Donc, on a travaillé après avec des références de peinture, et ces références de peinture, parfois même de films. On avait des références qui, a priori, de quelqu'un qui est très loin de tout ça, qui s'appelle Bergman, qui a fait un film notamment qui s'appelle Le Silence. On a travaillé sur ces références-là. Après, on a travaillé aussi sur des références d'un film que vous connaissez peut-être, que Gaël connaît forcément, qui s'appelle Ida, qui est un film en noir et blanc, qui est tourné en 1:33, avec des références de cadre. Nous, on aurait voulu le tourner en noir et blanc, en 33, c'est-à-dire en format carré, et on n'a pas pu le tourner en noir et blanc parce que la Canal+ ne voulait pas. Donc, on a tourné en couleur avec des couleurs très désaturées, et un cadre qui est le A66 qui s'approche du format carré, mais qui n'est pas un format carré. Donc, voilà, je ne me suis pas vraiment inspiré du bouquin de Balzac pour imaginer la lumière, mais je me suis inspiré d'autres choses. En même temps, Balzac, il n'y a pas d'électricité, donc forcément les bougies allaient intervenir. Donc c'est des choses qui font que l'époque à laquelle Balzac a écrit Eugénie Condé influe directement sur la lumière que vous utilisez. Mais ce n'est pas tant ce qui est écrit dans le bouquin. Merci beaucoup. Elia, il faudrait que tu puisses poser tes questions et que quelqu'un te remplace à la prise d'image. Voilà, merci. Je commence la première. Oui, voilà. Okay. Tu prends ton temps, tu les prends une à la fois. Ok. Comment fait-on pour gérer un plan quand il y a plusieurs sources de lumière différentes les unes des autres? Donc comme les bougies, la lumière naturelle ou les vitraux qu'on avait dans la bande-annonce. Moi, je travaille avec une cellule. Je travaille de mesurer la lumière. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de travailler avec une cellule. C'est-à-dire que vous pouvez vous fier au retour que vous avez de l'image sur un écran de contrôle. Mais moi, je travaille avec une cellule, ce qui me permet d'avoir exactement l'intensité de la lumière sur tel mur, sur le visage, une cellule qui mesure la lumière. Après, je travaille avec un autre instrument qui s'appelle le thermocolorimètre, qui permet de mesurer la température de couleur de la lumière. La température de la couleur, ça se mesure en degrés Kelvin, et non pas en degrés Celsius. À titre indicatif, la lumière du jour, c'est 5600 degrés, et la lumière de la lampe tungstène, c'est 3200 degrés. Plus c'est chaud, plus vous descendez en degrés. La lumière d'une bougie, c'est 1800 degrés. Donc, c'est aussi un paramètre avec lequel je jongle la température d'un éclairage, les éclairages que je mets, avec les éclairages qui sont parfois naturels, comme la lumière qui va rentrer, ou la lumière d'une bougie. Donc, je travaille avec deux instruments qui s'appellent le thermocolorimètre et la cellule. Et puis le premier instrument, quand même, qui est le regard et la sensibilité. Voilà. Merci. Le travail de lumière sur le visage d'Eugénie, tel qu'on le découvre dans la bande-annonce, nécessite-t-il un travail de prise de vue ou de post-production? Non, pas de travail de production. Eugénie, Joséphine Japy, on a l'avantage, c'est une fille très très belle, très jeune, qui a une peau diaphane. Donc,
Je pense qu'avec des actrices françaises dont je ne dirais pas le nom, ce serait très très différent, et notamment si la chirurgie esthétique passe par là. Donc là, effectivement, on n'a pas eu ce problème-là. C'était assez facile d'éclairer Eugénie et Joséphine, qui est très photogénique. Alors après, on pouvait effectivement imaginer une place caméra un peu plus séduisante que l'autre, mais ça se faisait assez naturellement. Enfin, il n'y a pas eu de travail de post-production. Sur le plan où on voit Eugénie en contre-plongée avec des arbres dénudés dans l'arrière-plan, quels moyens ont été mis en place pour obtenir un plan aussi marquant que celui-ci? Alors, on a tourné avec un Steadicam. Un Steadicam, c'est un appareil qui permet de mettre le bras et de faire des mouvements très fluides. Et on peut régler la hauteur. Là, en l'occurrence, j'ai tourné avec un Steadicam. C'était pas moi l'opérateur du Steadicam. Et on a mis la caméra, d'ailleurs, ce soir, c'est ce qui m'attend. On a mis la caméra très, très basse. Et ça permet comme ça de lui donner cette ampleur-là et de faire exister aussi cette nature sèche, âpre, des arbres sans feuilles, puisqu'on a tourné au mois de janvier, et qui nous permettait aussi, encore une fois, de raconter, de participer à l'émotion, enfin, à la dramaturgie du film. C'est-à-dire que le côté âpre, un peu des arbres à Tim Burton, intéressait Marc pour montrer cette nature à la fois hostile et à la fois cette difficulté d'Eugénie de la quitter. Donc, voilà, en tout cas, pour cette séquence-là précisément, c'est l'utilisation d'un Steadicam qui nous a permis de mettre la caméra très basse et de marcher avec elle. Dès la bande-annonce, on sent que le personnage d'Eugénie a mûri au fil du film. Le travail de la lumière joue-t-il un rôle pour nous faire ressentir l'âge? Alors, on a essayé, enfin j'ai essayé de participer à cela sans encore une fois surligner les choses pour pas être redondant et que ce soit trop. Le travail de cadrage aussi, ça marche aussi avec la disposition d'Eugénie autour de la table. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans la bande-annonce, mais au début, elle est près de la cheminée, puis après, elle a pris la place de son père. Donc forcément, Eugénie change de place, la caméra change de place. Donc, et donc la lumière change, puisque quand elle est près de la cheminée, elle n'a pas la même lumière que quand elle est, notamment dos à la cheminée, elle n'a pas la même lumière que quand elle est face à la cheminée. Donc oui, j'essaye de faire en sorte que, encore une fois, que la lumière participe à la dramaturgie en essayant d'être le plus subtil possible. Parce que si vous remarquez trop ces choses-là, c'est toujours un peu délicat. Ça veut dire que vous risquez de sortir du film. Donc c'est vraiment une alchimie, on est des équilibristes. Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer lors d'un tournage en extérieur quand on veut obtenir un certain effet au sein de l'image? Tu viens de répondre à la question en la posant. C'est-à-dire que quand tu veux tourner en extérieur, tu n'es pas sûr que le soleil soit là si tu le veux, par exemple. Et tu n'es pas sûr que la pluie soit là si tu veux la pluie. Là, ce soir, je vais tourner en extérieur au Théâtre du Châtelet, avec un assistant qui n'arrête pas de m'appeler d'ailleurs. Et il fait nuit. Donc moi, je ne suis pas tributaire du soleil. Et je tourne sur le Pont-Neuf, à côté du Théâtre du Châtelet. Et la lumière du Pont-Neuf, elle existe déjà là. Donc, je n'ai pas ce souci-là. En même temps, a priori, il ne pleut pas. Il aurait plu, on aurait tourné sous la pluie. Là, il ne pleut pas, et tant mieux, parce que c'est des plans qui raccordent avec d'autres plans. Mais on va mouiller la route. On va mouiller le Pont-Neuf avec des pompiers donc, qui mouillent le Pont-Neuf, de manière à rajouter plus de réverbération sur le sol. Et la lumière va se réfléchir sur le sol et va nous renvoyer aussi des choses qui nous intéressent au niveau des brillances, de la luminance. La difficulté de tourner à l'extérieur, c'est de ne pas maîtriser la lumière. C'est pour ça qu'on a construit les studios. C'est pour que la lumière ne bouge pas. Parce que quand vous tournez une séquence qui dure 2 minutes dans un film, parfois c'est 5 jours pour la faire, cette séquence. Ou une journée en tout cas. Et donc, vous êtes bien placé pour savoir que le soleil, quand vous vous levez, il n'est pas au même endroit que quand vous vous couchez. Donc, ça veut dire qu'il faut s'adapter à cette lumière-là. Ce qui a été d'ailleurs, parce qu'on parlait de la nouvelle vague tout à l'heure, un des paramètres de la nouvelle vague. À partir du moment où les caméras sont sorties dehors, il a fallu s'adapter à la lumière du soleil et de tourner à des heures précises. Donc, ça veut dire, si vous faites des films à l'extérieur, préparez les films, parce que, encore une fois, vous pourrez, ça ne vous empêchera pas d'improviser, mais vous n'avez pas le droit, quand vous tournez un film, de remarquer que le soleil se lève là. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas bien préparé. Parce que entre le moment où vous tournez et le moment où le soleil se lève toujours au même endroit. Alors, il peut y avoir des hauteurs différentes en fonction de l'année, mais il se lève toujours au même endroit. Donc, si vous voulez avoir le soleil de face ou à contre, il suffit de tourner à la bonne heure.
Donc voilà, il y a des repérages à faire. D'accord, merci. Merci beaucoup. Elia, je te laisse reprendre ta place derrière la caméra. Et Suzanne, tu veux bien prendre la question d'Amandine qui n'a pas pu venir, qui n'a pas pu être présente. Merci. Alors, est-ce qu'il est possible d'utiliser des éclairages artificiels pour au contraire contrer la lumière naturelle, par exemple si la lumière extérieure est trop brillante pour certains plans? Oui et non. C'est-à-dire que y a une blague qui dit que c'est quoi la différence entre Dieu et un directeur photo? Et la réponse c'est que Dieu ne se prend pas pour un directeur photo. Si un directeur photo se prend pour Dieu, alors il est vraiment dans la merde, et le réalisateur est vraiment dans la merde, et le film est vraiment dans la merde. Si le directeur photo pense faire mieux que le soleil, si le soleil est là, ah ben bon courage. Et j'en ai vu parfois, je vous garantis. Se battre avec le soleil, avec des moyens, même si vous avez des moyens colossaux, le soleil s'il est là, il sera toujours plus fort que vous. Si vous ne tournez pas dans le bon sens, vous imaginez, prenons un exemple. Vous tournez dans une cour, et quand vous tournez le matin, elle est au soleil, et après elle passe à l'ombre. Mais ça va être difficile que cette cour soit au soleil avec les projecteurs que vous avez. Alors vous pouvez faire en sorte que les plans que vous laissez de côté, ce soient les gros plans. Là oui, vous pouvez faire croire que le soleil est là, parce que c'est des gros plans éclairés. Mais contrer la lumière du jour, c'est possible quand les nuages sont là, déjà, il y a moins de soleil. Donc vous pouvez participer à faire en sorte de moins contraster l'image ou de donner une direction à l'image. Mais je crois qu'il faut rester très humble quand vous tournez à l'extérieur et se dire que vous devez vous adapter à la lumière avec des écrans, avec des réflecteurs, avec des toiles. Donc c'est pas tant des projecteurs que des toiles ou des bouts de tissu noir. Un bout de tissu noir, comme je l'ai fait là tout à l'heure, comme je le refais là devant vous. Donc c'est pas un bout de tissu noir, c'est la pochette de mon ordinateur. Mais si jamais là, je coupe la lumière qui est sur mon visage. Donc n'hésitez pas aussi à travailler avec ce qu'on appelle des bornioles ou des drapeaux pour créer des zones d'ombre, ce qui vous permet de moins éclairer aussi les autres parties du visage. Donc, en tout cas, je vous conseille de faire attention à ne pas vous surestimer quand vous jonglez avec le soleil, parce que ça peut être casse-gueule. La lumière du jour, maintenant à Paris, le soleil est un peu plus bas, elle est beaucoup plus chaude à l'extérieur que quand on a commencé ce zoom. Donc, ça veut dire surtout de regarder ce qui se passe. Vous pouvez essayer de s'adapter modestement avec les moyens que vous avez à la lumière qui est à l'extérieur. Mais si vous voulez faire un éclairage, si vous tournez en nuit et que vous vous donnez l'impression de soleil, c'est possible. Ça nécessite de gros moyens. Et à un moment donné, c'est quasiment impossible. S'il faut filmer la mairie d'Annonay, la place d'Annonay de nuit en faisant croire que c'est plein jour, c'est possible. Mais ça veut dire des moyens hollywoodiens colossaux, et peut-être que la meilleure méthode, c'est pas celle-là. Merci beaucoup, Alan. Je te laisse poser tes questions. Là, tu les poses ensemble, et puis... Est-ce plus compliqué de travailler l'image, notamment la lumière, sur des films d'époque? Changez-vous le style de question, le style d'image en fonction de l'époque? Et gardez-vous relativement le même style d'image à chaque film, ou bien le changez-vous? Non, chaque film, j'essaie de changer, de m'adapter à ce qui est écrit, de m'adapter à la volonté du réalisateur ou du récit. C'est pour ça que j'aime bien faire des films différents, et même en termes de colorimétrie. Là, le Génie Grandet, donc vous avez vu quelques images du Génie Grandet, elles sont très différentes du film dont j'ai terminé le tournage mi-janvier, qui est un film très coloré, avec des lumières très contrastes, avec un film où la chroma est poussée au maximum, un film dont les références sont plutôt en Technicolor d'ailleurs. Donc j'essaie de changer chaque fois, et puis c'est un vrai plaisir de changer chaque fois. Oui, quand vous tournez un film d'époque, il y a évidemment des contingences. L'électricité n'existait pas, par exemple, au moment de Génie Grandet, donc les bougies existent. Donc vous travaillez avec des températures plus chaudes, ce que je disais tout à l'heure, à plutôt 1800 degrés. Et donc oui, la lumière des films d'époque n'est pas la même que celle aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui ou il y a 15 ans. Aujourd'hui, vous avez bien vu, à Annonay, je ne sais pas, mais je suis sûr qu'à Annonay, il y a des réverbères qui sont des réverbères à LED maintenant, alors qu'ils n'étaient pas à LED il y a 10 ans. Donc la couleur du réverbère, elle change, ce n'est plus la même. C'est peut-être plus blanc qu'avant, c'était peut-être plus chaud. Regardez les phares des voitures. Gaël, il a connu les voitures avec des phares jaunes. Vous avez déjà vu des voitures avec des phares jaunes qui sont des voitures anciennes. Les voitures aujourd'hui, elles ont des phares blancs. Donc on adapte la lumière en fonction de l'époque. Merci beaucoup. Tom, tu peux préparer ta question, vas-y.
Dans Eugénie Grandet, les tournages en intérieur, ils ont été tournés dans un studio ou alors dans un bâtiment d'origine? Et pourquoi en fait? Rien n'a été tourné en studio. La raison, c'est une histoire de moyens. En fait, c'est un film pas très cher. Enfin, on avait à peu près 2,8 millions pour faire le film, ce qui paraît beaucoup d'argent, mais c'est pas beaucoup en fait. Et donc, on n'avait pas les moyens de tourner en studio. Donc, on a tourné dans un bâtiment d'origine qui a été repeint par l'équipe décorateur. Avez-vous rencontré des similarités en réalisant les plans d'Eugénie Grandet avec ceux que vous aviez réalisés auparavant? Par exemple, l'échange des princesses? Des similitudes. Oui et non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la source principale devient des bougies, il y a des points communs. Sauf que l'échange des princesses, ça se passe dans un château avec une quantité de bougies incroyable, alors que le père Grandet étant un mec très avare, il utilise le moins de bougies possible. Donc il y a une grande différence au niveau de la source de lumière. Maintenant, je dirais que les analogies, c'est les costumes d'ailleurs, ils ont été faits par la même personne. Les costumes de Eugénie Grandet et les costumes d'Échange des princesses, c'est la même personne qui a fait les costumes. C'est pas du tout les mêmes costumes pour les raisons que vous imaginez, mais il y a des similitudes. Je sais pas. Oui, forcément, il y a des similitudes, mais le format du film n'est pas le même. C'est un format scope, l'Échange des princesses, format 2,40. Alors le format de l'Échange des princesses, c'est un format plus vertical. Donc, mais oui, il y a forcément des similitudes, mais j'ai pas trop pensé aux similitudes. Je pense surtout à. Après, vous savez, vous êtes nourri de l'expérience que vous avez. C'est-à-dire qu'un film en nourrit un autre, et puis en nourrit un autre. L'expérience, c'est un truc important quand vous faites un film, et plus ou moins constamment d'ailleurs. Donc vous êtes nourri par des expériences passées. Parfois, peut-être je me suis dit que, voilà, si je peux pas parler d'une similitude, je dirais les pénombres. Parfois, j'allais très loin dans les pénombres, dans Eugénie Grandet, comme je suis allé très loin dans les pénombres sur l'Échange des princesses. Du coup, je voulais savoir quelle scène dans Eugénie Grandet vous semble avoir été la plus dure à tourner. Laquelle a été la plus dure à tourner? Si c'est en termes de lumière, c'est forcément une lumière naturelle que je ne contrôlais pas, et notamment un paramètre qui était la pluie, quand on voulait qu'il ne pleuve pas, et notamment c'est quand ils sont tous les deux, et qui marchent, et il pleuvait, il pleuvait plus, il pleuvait, il pleuvait plus, donc il a fallu jongler avec entre les orages, voilà. Ça, c'est peut-être en termes de lumière, en termes d'aléa, la chose la plus délicate. Après, en termes de comédie, donc ça ne me concernait pas directement, mais c'est peut-être une scène entre Eugénie et le notaire où il y avait un challenge assez compliqué à obtenir, parce qu'assez subtil pour l'actrice. Donc c'était compliqué pour elle, et par analogie, par empathie peut-être, c'était compliqué pour nous de voir que c'était compliqué. Mais voilà, donc, pour moi, le plus difficile, ça a été de jongler avec le temps. C'est un film qu'on a fait en 6 semaines, et qu'on aurait bien aimé avoir plus de temps pour le faire, mais le temps, ça coûte cher. Donc les scènes extérieures, c'est les scènes les plus difficiles. Pour moi, c'est les scènes les plus difficiles parce que vous ne maîtrisez pas la lumière comme vous la maîtrisez en intérieur. Je voulais aussi savoir si vous appréhendiez la sortie du film avec la situation actuelle liée à la pandémie mondiale. De toute façon, quand un film sort, on appréhende. Pandémie ou pas pandémie. On vous dit souvent d'ailleurs que le film sort le mercredi matin à 10h, et on vous dit à 4h30 si le film sera un succès ou pas. Ce qui est terrible, parce que les gens mettent 6-7 ans à faire un film parfois, et à 4h30, le premier jour de sortie, ils savent si c'est un échec. C'est pas vrai à 100%, mais c'est vrai à 80%. Et ça n'a pas été vrai, par exemple, pour Quand la mer monte, qui n'avait pas marché le jour de sa sortie, qui après été un succès. Mais c'est vraiment assez rare. Donc chaque film est appréhendé par le distributeur, par le producteur, par le réalisateur, par les acteurs. Là, effectivement, il y a un paramètre en plus, c'est que les films, il y a aujourd'hui plus de 300 films qui sont sur les étagères, qui ont été faits. Rien que moi, j'ai 5 films à la photo qui ne sont pas sortis, qui vont sortir.
faut savoir que tous les mercredis, vous ne le savez pas, Annonay, mais enfin, vous ne le savez pas vous, Annonay, mais Gaël le sait. Chaque mercredi, c'est 20 films qui sortent, tous les mercredis. Si vous ne faites pas partie des trois films qui font le plus entrer, enfin, en tout cas qui sont désirés, ben, ça va être difficile. Donc, il risque d'y avoir plus de films qui vont à la trappe aujourd'hui, puisqu'il y a plus de films qui vont sortir en même temps. Donc, ça met de la pression en plus. Mais bon, j'apprends pas vraiment les cinémas qui ouvrent. J'apprends le fait qu'ils n'ouvrent pas. Voilà, surtout ça. Parce que je pense qu'il y a toujours un désir de genre de voir des films en salle, heureusement. Et après, pourquoi ils iront voir Julie Grandet et pas un autre? Ben, espérons que la proposition cinématographique qu'ils auraient faite attirera leur attention. Voilà. Après, ça ne vous empêche pas d'être en concurrence avec d'autres films. Quand on a sorti Quand la mer monte, on était en face d'un long dimanche de fiançailles de Genet. Un long dimanche de fiançailles, il y avait 1000 copies. Et nous, il y avait 73. Donc, il n'y avait pas de pandémie, mais il y avait la pression de la même manière. Je vais donner la parole à Lola en ligne, puisqu'elle avait préparé une question justement sur Quand la mer monte, dont on a étudié la scène d'exposition en fait. Dans l'ouverture de Que la mer monte, le personnage incarné par Yolande Moreau me met mal à l'aise. Comment avez-vous travaillé pour mettre son maquillage en valeur? C'est quoi l'ouverture? C'est quand elle est avec son masque sur scène? Oui. Ah, elle a un masque déjà, donc qui existe, qu'elle a créé. Donc ça a permis de mettre en évidence le personnage, effectivement. C'est plus le masque qui met mal à l'aise que l'éclairage ou le maquillage. C'est un masque qui a été créé entièrement par Yolande quand elle a fait son spectacle sur One Man Show, parce qu'il existait avant de faire le film. Donc c'est un masque qu'elle a créé en carton-pâte elle-même. Et voilà. Pour le coup, mon travail a été rendu plus facile grâce à l'existence de ce masque. Après, la lumière, c'est une lumière de théâtre. Donc, on a mis parfois des couleurs, notamment du rouge, pour accentuer peut-être ce côté malaise qui était voulu dès le départ, pour qu'on soit encore plus amoureux d'elle, en tout cas pour qu'il y ait une plus grande empathie quand elle doit se passer. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Gaël, je te on arrive à 17h, donc les 2 heures d'échange touchent à leur fin. J'aimerais déjà vous remercier, vous tous les secondes, les premières et les terminales pour la pertinence de votre question. Évidemment, remercier Gilles de s'être soumis à ces échanges, et c'était vraiment passionnant. Et on espère, on parlait d'Eugénie Grandet, que je sais pas quand les salles vont rouvrir, mais l'envie de le voir dans une grande salle de cinéma, peut-être au mois de juin lors de l'édition physique du festival. Et j'espère que Gilles sera là pour présenter le film aux spectateurs annonéens. Mais par rapport à une plus brève échéance, sachez qu'on est ravis, Gilles, de te retrouver en tant que président du jury des lycéens. Il y en a 6 parmi vous dans les secondes, premières, terminales qui vont pouvoir connaître cette expérience, qu'on vous a sélectionné 10 premiers longs métrages de fiction du monde entier, et que effectivement, comme le disait Gilles, il y a une prise de risque et un travail sur l'image dans certains d'entre eux qui est absolument formidable. Donc j'espère que les propos de Gilles vont résonner quand vous allez voir ces films-là, et avec l'envie de parler de cinéma avec Gilles. Enfin, en tout cas, merci pour la richesse de cet après-midi, et puis à bientôt. Tout simplement. Merci à tout le monde, et continuez à nous de faire ce que vous faites, c'est important. À l'heure où l'éducation artistique est remise en question parmi ceux qui nous gouvernent.